Moi, je les prends toutes. Okay. J'ai full écouté des podcasts à toi en plus parce que j'étais en Gaspésie. Ah oui, c'est vrai. C'est ma première. Fait que j'ai fait de la grosse route. T'étais en chemin, là. Okay, ouais, fait que Lou, cool. Ariane, P.O., j'ai écouté ça. T'as écouté P.O.? T'as aimé ça? Ben oui, les trois, j'ai écouté. Tu le connais un peu? Je le connais un peu, mais pas tant parce qu'on s'est comme pas beaucoup croisés en général parce qu'il a commencé un petit peu après moi. OK. Fait que c'est beaucoup dans les bars le soir qu'on commence. Mais, moi, c'est une de mes méga découvertes de l'année. Puis en plus, faut vraiment le savoir, là, j'aurais pas su ça de lui, mais il est vraiment comme un artiste, ça, mais il était gardien de but au niveau collégial. Pour vrai? J'étais comme, quoi? Hein? Il était comme, oh ouais, le hockey, c'était ma vie. J'étais comme, MNPO, man, c'est pas ça du tout la vibe. Il est comme, oh non, c'est comme un moment donné. Québec qui. Il a eu une scissure un moment donné dans sa vie, puis il est comme, je joue plus partout. Je suis comme, t'as encore ton stock de goaler, man? Tu sais, parce qu'on fait un show de télé en plus, là, puis il est comme, je suis retourné chez mon père à Québec, puis il m'a dit, j'ai vendu ton stock. Puis j'étais comme, quoi? Ça coûte full cher, stock de goaler. Puis il est comme, oh, tu l'utilises plus. Fait que puis il était comme, OK. Pour vrai, c'est ça l'histoire. Tabarnouche. Non, mais c'était vraiment le fun de jaser avec. Puis en plus, c'était cool parce que il a pas fait tant de podcasts sérieux. En fait, je pense c'était comme la première fois, il dit qu'il n'y avait pas à puncher de la joke. Ou, oui, je comprends. Bon, c'était le fun de juste jaser. Puis c'est un gars vraiment cool. Puis à cause de lui, entre autres, là, j'écoute moins de TV. À cause de lui, je me suis lancé dans toutes ses références de livres. Ouais, il y en avait des bonnes. Ben, tu connais François Blais? Non, mais quand il en a parlé, je trouvais comme ça me semble très intéressant. J'ai envie de te dire de old tout. Puis tu vas, moi, ces temps-ci, j'ai juste hâte d'arriver dans mon lit le soir pour m'installer puis me clencher du François Blais. Puis là, j'en ai lu. Là, je suis rendu dans un autre livre qui s'appelle Document 1, qui est incroyable. Ce gars-là, je sais, tu sais, c'est une grande tragédie qui s'est enlevé la vie il y a 2-3 ans. Là. François Blais, il s'est suicidé. Puis, mais tous ces styles, chaque livre, c'est différent. C'est comment il y a, écoute, une maîtrise de la langue qui a aucun sens, mais il a aussi écrit jeunesse, il a écrit toutes sortes de trucs vraiment fascinants, puis drôle comme ça se peut pas, là. En tout cas, moi, en ce moment, je pense rien qu'à lire. Donc, ce qui est weird, parce que je suis pas un grand lecteur dans la vie, mais là, je suis obsédé avec ce cas-là. Donc, c'est très bon, c'est. Hey, je le redis maintenant que c'est parti, c'est vraiment une bonne fête. T'as quel âge? 36. Aujourd'hui, là, oh, oui. C'est la journée. Ouais. Ton premier jour. Hier soir, apparemment qu'il y avait une bonne game de hockey que tu t'es organisé. C'est ma tradition depuis que je suis jeune. C'est ça? À ma fête, je fais toujours une game de hockey. Qui était là hier soir? C'est toujours les... Ben, c'est ça qui est cool, c'est comme toutes les strates de ma vie qui se réunissent en une journée. Tu sais, autant des gens qui jouaient quand j'étais au secondaire, des amis du secondaire que des amis humoristes. Jay du Temple a remis les patins après 2 ans à faire des Ironman. Patines-tu vite maintenant qu'il fait du Ironman? En fait, c'est un très bon joueur de hockey. Ben, c'est un sportif, point final. C'est un athlète. Exact. En fait, juste pour te donner une idée, là, parce que moi, ça me fait vraiment rire. Parce qu'il se prépare là, pour faire genre 120 km, je sais pas trop quoi. Donc, un autre espèce de truc. De ultra, genre. Un ultra, ouais. Fait que là, il est comme, OK, ta game est à 5 heures, OK, ouais. Il était quand même debout à 6 heures du matin pour aller à Saint-Bruno courir un 4 heures de un 32 km. ça, c'était son début de journée. Puis après ça, il est venu à ma game en après-midi. Je suis comme, t'as-tu dormi entre les deux? Il est comme, non, j'ai pas eu le temps. Puis j'avais un truc de bike à faire, mais je l'ai fait la veille vu que j'étais à game. Puis il venait à ma game. Puis on a joué 2 heures. Puis c'était vraiment du haut. Il y avait une couple de gars semi-pro, une couple de gars seniors. Tu sais, il y avait vraiment un bon pace. Ouais. Des gars que tu rencontres au podcast avec qui tu fais l'amitié. Comme Maxime Talbot, qui est un ancien joueur des Pingouins de Pittsburgh, il était là hier. Insane. Ouais, c'est ça qui est comme... Tes autres amis doivent dire qu'est-ce qui se passe. Ben, tu sais, quand tu vas arriver avec son casque des Pingouins, pas de visière, t'es comme, OK, ouais, ça va être... Puis notre gardien de but qui joue dans notre show télé, Charles-Olivier Saint-Cyr, ça fait 2 ans que Max Talbot, je le mets avec Pierre-Yves Roy-Desmarais parce que Pierre-Yves, son équipe, c'est les Pingouins. Puis là, Pierre-Yves était pas là hier, il était pas en ville. Fait que là, je dis, hey, c'est ma fête, je vais me mettre avec Max. Puis là, Charlot, il a dit à Max Talbot, ça fait 2 ans, là, parce que Max, il prend pas de tir. Il tirait pas au filet, il faisait juste faire des passes. Pour vrai? Parce qu'il était comme, tu sais, je vais pas tirer, je vais juste faire des passes. Puis là, Charlot, il a dit, non, là, tu sais, tire-moi dessus, là. Ouais. Il est comme, tu sais, tu peux me tirer dessus.
Quand il a tiré, Ah ouais! tu j'avais entendu un. C'était genre. Bang! Juste comme le goaler qui comprend pas ce qui s'est passé, puis la rondelle est fendue en deux dans le fond du but, puis t'es comme. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est juste comme une Non, autre... non, mais je sais, c'est une autre catégorie, là. C'est juste une autre affaire. Ah ouais. Puis, à un moment donné, il est allé en breakaway, en échappé. Il a fait un slap shot sur Charlot. Je pensais qu'il allait tomber sur le dos. Mais finalement, il a un bon équipement. Là. Mais c'était juste comme... C'est là, après, tu te dis, c'est un job de goaler, là. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est de la folie. Mais en fait, je repense à quand il y avait comme pas de masque. Là, puis je suis comme... C'est pas recommandable. Il était comme tout alcoolique aussi à une époque, les goalers. Ouais, ça fumait, puis ça buvait, puis c'était bien correct. Un peu fou pour faire ça dans la vie, tu sais. Mais juste pour rapper sur Jake, on est allé au resto après pour ma fête. Il a passé sa commande. Il a dit, je vais prendre ça, puis je vais prendre aussi ça, puis avec ça, et également ça. Puis le serveur était comme, c'est pour qui? Excuse, c'est pour qui? Puis il était comme, c'est pour moi. Puis il était comme, OK. Puis tu sais, le serveur full poli, t'as-tu faim? Puis là, il était comme, oui. puis c'est genre, très... c'était beaucoup de protéines. C'était protéiné. Des carbs. Puis là, il était comme, t'as faim? Tu sais, genre poliment. Mais il fait-tu le truc d'un repas par jour? Là? Je sais pas. Parce que peut-être, en tout cas. Mais tu sais, il avait besoin de calories. Il en dépense tellement. Puis le gars, la dernière personne qui a commandé ça avait couru comme un 25 kilos. Puis là, Jay, il va pas le dire. Je suis comme, combien t'as couru un matin? 32. Un matin, j'ai couru 32. Mais ça, c'était avant la game de 2 heures. Exact. Fait que ça, pour dire, c'est ma tradition annuelle depuis que je suis jeune. Quand j'étais jeune, je jouais au roller. Je passais le balai. Le 5 mai fait comme soleil. Puis là, avec les années, c'est devenu une game de glace. Fait que des amis de hockey, des amis humoristes. C'est le fun, man. C'est le fun. Cool. C'est vraiment à ton image. Vraiment. Puis après, parce que hier, j'ai croisé en vélo Guillaume Girard-Calais. Avec qui je soupais le soir même. Exactement. Puis il me disait, nous, on doit choisir pour la fête à Dave, on choisit le restaurant en relation avec une bonne crèmerie qui est proche, étant donné que t'es le grand fan de crème glacée. Et là, c'était laquelle hier, la crème à la glace? On est allé, les Montréalais sont pas surpris, puis si vous écoutez ça en dehors de Montréal, ça serait un arrêt là, à votre prochain passage, mais le fameux Iconoglace. Je le connais pas, je sais pas. Non. Voyons, ils en ont même ouvert un deuxième l'année passée dans le Myland. OK. Il est sur Bélanger. OK. Ouais, Bélanger, genre la Naudière. C'est bon? Ouais, il y a un line-up, là, genre... là, ça donne pas le goût quand je dis ça, mais dans le sens qu'il est très, très populaire. Dans le Myland, c'est sur Clark Laurier, mais à chaque fois que je passe devant, je fais, c'est quoi qui se passe? Exact. OK, c'est à ce point-là. Ouais, c'est comme vraiment... Puis il y a pas très loin le restaurant Super Qualité. Qui est comme non plus jamais allé. Ah, man, qui est comme un Indien, genre 2.0. Là. OK. Puis, écoute, c'est vraiment... je sais pas combien de temps tu veux qu'on passe là-dessus, mais on est allé au Super Qualité, puis ils sont comme, excusez-moi, on n'a pas de place. Il y a genre 17 places dans le restaurant, on est comme pas trop, on était 5. On est allé au Mange dans mon hood, qui est comme... l'autre qui est un classique aussi. À coupe de coin de rue qui, encore une fois, si vous avez jamais goûté, certains disent que c'est peut-être le meilleur smash burger à Montréal. OK. Le Mange dans mon hood, c'est de la bombe. Fait que là, on arrive là, on est comme, alright, on se met en ligne, puis la fille a dit, hey, excusez, on n'a plus de burger. Puis eux, ils font juste des burgers. C'est juste ça qu'ils ont sur le menu. Ils ont dit, hey, excusez, on n'a plus de burgers. Comme ils ont sold out des burgers parce que c'est comme non-stop, cet endroit-là. Fait que là, on a fait, OK, on est ressorti. Puis en retournant vers l'auto, on est repassé devant le Super Qualité. Puis là, il y avait de la place. On était comme, OK, cool. Puis le gars est comme, yeah, rentrez. Puis je suis comme, OK. Écoute, bref. Pas pire. Ouais, fait que, ouais, c'est ça, mais Friends and Hockey and ice cream. Oui, mais OK. Puis sinon, ça, c'est ta place de crème à glace. Bref, y a-tu des meilleurs, sinon? À Montréal, tu veux dire? Ouais. C'est quoi ta meilleure place? Iconoglace, c'est pas mal up there. J'en ai découvert un l'année passée aussi, mais que j'aurais pas découvert parce que c'est vraiment pas dans mon coin, mais dans Hochelaga, il y a Hoche glacé. Je connais pas, OK. Mais je travaille dans Hochelaga souvent, donc j'irai voir ça. C'est de la bombe. Moi, je suis dans le cours des neiges, je suis comme pas proche, mais ça, c'est de la bombe aussi. Fait que je pense que c'est ces deux-là. Il y a des classiques, genre comme le Kemkoba. Ouais, mais ça, je capote sur ça. Moi, j'ai de la misère à Moi, c'est toujours Wilinski, un sandwich au ballonné chaud suivi de ça. Bravo. Ben justement, pour ma fête à soir, parce que oui, on est allé ça sur plusieurs jours, c'est Snowden Deli. Ça te dit de quoi? J'ai jamais mis un pied là. Man. T'es sérieux? Institution montréalaise. OK. Qui est le Snowden Deli, là. Qui est loin de chez moi, mais ça fait plusieurs fois que, tu sais, justement, je vois sur Instagram des gens qui vont, justement, je sais pas, faire des espèces de critiques de Deli, puis celui-là revient souvent. Ouais.
Ah ouais? Puis c'est Ouais. quoi? Ça va être quoi le y a- smoke meat? Ou... Écoute, il y a même, il faudrait que je te l'envoie, il y a un gars qui a fait aussi un genre de c'est quoi le order au Son Deli que tu peux prendre là, dans les Ok. trucs classiques. Mais c'est sûr que dans les smoke meat, tu peux pas te tromper parce qu'à Montréal, là, Ouais. il y a Schwartz, il y a Smoke Meat Pete à l'île Perrault, Ouais. puis il y a Snowden Deli. Je pense que ça, c'est le top 3. Toi, c'est quoi tu vas prendre, là, soir? Il y a un sandwich, un fameux sandwich genre de viande que j'ai vu justement sur un des blogs que j'ai jamais pris. Là, Ils ont- Je suis comme, c'est sûr que je prends ça. Puis il y a aussi une genre de. Tu sais, genre des genres de soupe de pierogi un peu. Ouais, je me souviens ouais. plus du nom, mais. Des malts... Malts ball, là, ouais, c'est quelque chose comme ça, à peu Quelque près. chose ouais. comme ça. C'est un autre variable de ça. Mais, C'est très juif, donc. Ah oui, c'est complètement des juifs. Daily ouais. juif, pas New Daily Style. Non, non, vraiment, ok. ça existe depuis comme 75 ans, cet Ok, endroit-là. ok. Puis non, c'est de la bombe. Fait que, ouais. À soir, c'est ça. Ouais. Ça, c'est avec qui avec tes parents? Mon père, puis parce que ma mère regarde les enfants à ma soeur. Je reconnais ton père. j'ai qui va pignon. manger avec toi. Ah oui, il est bon client. Ah, c'est cool. Ok, ça s'étend sur plusieurs jours ta fête. Hey, man, on Les dirait- gens doivent se dire, wow, l'intro culinaire est vraiment plus longue que je pensais à ce podcast-là. Non, mais les fêtes étalées, ça me fait rire. Ma blonde, c'est ça. Ma soeur aussi, des fois, c'est des longues fêtes qui durent. Moi, man, ça dure 5 minutes. Je vais faire, c'est ma fête, merci. Bye, c'est fini. Je suis pas très. J'étais comme ça avant, mais avec le T'as temps, décidé de faire. Écoute, on s'amuse. Ben, juste avoir qu'est-ce qui te fait plaisir, tu sais. En puis, plus, c'est du printemps, toi, c'est bon. Ça. Ouais, C'est puis une bonne- j'ai un ami qui c'est le 6 mai, fait que Ah. forcément la Ben oui. semaine même on a un autre souper, puis c'est drôle parce que je repensais à ça, j'avais oublié, mais moi j'étais dans la même classe de 30 personnes de maternelle à 6e année, puis statistiquement, mais improbable, mais il y avait une autre fille dans ma classe que ça fait celle 5 mai. Nice. J'étais comme, hey, je me demande qu'est-ce qu'elle est devenue cette fille. Tu sais, genre, Ok, que j'ai dis-moi son jamais- nom, Facebook. on va les C'est malade. espionner. Mais tu sais, genre, tu sais, comme quand t'es kid, comment c'est comme ta journée, puis le prof, il te donne un chat. Ouais, Puis c'était puis comme, là- oh, vous êtes deux! Ah, non, c'est ça. Là, tu te demandes qu'est-ce que ces traumas-là créent? Des humoristes. Qui est famous, qui a la même fête que toi? Ah, je peux t'en nommer une couple. Karl Marx. Oh! Ouais, Adèle. Voyons, c'est des, Adèle, un an avant moi. des grosses pointures. L'ami à Xavier Dolan, ouais. Hier, pendant qu'on mangeait une crème glacée, je parlais à Guillaume. Je suis comme, est-ce que tu penses qu'Adèle a fait la même chose en ce moment? Comme, qu'est-ce qu'elle est où? Il y a plusieurs joueurs de hockey aussi. OK. Zygmunt Palffy, Mitch Marner. Au Québec, Michael Gouin et Pierre-Luc Funk. Mais voyons. Ouais. OK. Exact. Ça, t'es comme chummy un peu avec eux autres? Ouais, exact. Michael est un petit peu plus vieux, puis Pierre-Luc un petit peu plus jeune. Ouais. Moi, Steven Spielberg, Kim Basinger. Wow! Ouais. Quand même. C'était quoi le film Six and a Half Weeks? Avec Kim Basinger, c'est ça? Avec non, Mickey Rourke et Rustico. C'était pas ou Seven? Nine? Seven? Nine? Nine. Six? Nine and a 9 half semaines et demie. Attends. Je sais pas. C'est sûr que 9 semaines et demie. c'est sûr que c'est le podcast où on rentre le moins vite dans le vif du sujet. Puis Non, j'arrive pas c'est ça. correct. C'est quand 9 semaines et demie. Bon trailer érotique, 1986. Des, 26, ouais. ouais. Mickey Rourke. Ouais. Hey, Oui! on se voit pas souvent. On se voit pas souvent, mais souvent on se relance. Tu sais, mettons, tu vas passer dans le coin, tu vas me écrire, hey, on va-tu prendre une marche? Des billets pour un show, non? Mais là, ça marchait pas. Dernièrement, j'étais allé le voir en général. Ouais. Une générale. Ça, c'est Imagine. vraiment intéressant. Ça, c'était intéressant, on va en parler. Général de ton show, parce que tu avais ta première montréalaise en même temps, j'étais en show avec l'Orchestre Métropolitain. Donc là, tu m'as dit, ben viens voir la générale. Puis j'ai amené quelques chummies, on est allé comme amener de l'ambiance un peu. Vraiment. Pour te craquer. Merci pour ça. On va parler aussi du show, du show de TV qui va bien. Il va bien. Full, ouais, qui est sorti mardi dernier. Donc, Hey, c'est tout frais, tout neuf, là. Ouais, les trois premiers épisodes, puis là, un par semaine pour les 3 Ok, semaines. c'était ça. Je savais pas la relation. Puis c'est combien en tout les. 6. Ouais. C'est 6. Donc, il reste, dans le fond, c'est un par semaine pour les 3 semaines suivantes. Ouais. J'étais curieux, mettons, suite aux 6 épisodes qui sont sortis, sûrement que tu as eu du comeback et tout ça. Est-ce que déjà ils sont en train de dire on veut continuer, on veut faire de quoi d'autre, ou ça prend du temps avant de Belle, décider? ça, tu veux dire? Ouais, Ouais, ben, pour une deuxième saison ou quelque chose. Ouais, ou- ben pour le titre aussi, pour les gens qui écoutent, c'est À la poursuite du rêve Excuse-moi, glacé. oui. Qui est sorti sur Crave la semaine passée, au moment d'enregistrer ceci. Puis si vous demandez c'est quoi la date où on enregistre, allez voir anniversaire de Karl Marx sur Google. Donc c'est ça, c'est une série documentaire qu'on a faite avec des amis, là, Pierre-Yves Roy, Desmarais, Sam Breton, où dans le fond on a comme fait une équipe de hockey constituée d'humoristes. Ouais. Tous des humoristes qui sont devenus parce qu'ils étaient pas assez bons au hockey, puis qui décident de vivre leur rêve une fois pour toutes. Puis on s'est inscrit à un vrai tournoi à Niagara Falls. On a fait une vraie préparation physique, psychologique pour le C'est tournoi. malade. Puis je suis vraiment content parce que c'est mon concept aussi que j'avais pitché il y a 4 ans, puis que finalement a fini par se faire. Fait que ça pour dire, c'est sorti la semaine passée, qui est comme un timing. Moi, je pense qu'à la base, quand on a eu le go, Bell était comme, ben, il devait se dire, les Canadiens feront pas les séries. Fait que,
parfait timing, au printemps, ça part. Finalement, les Canadiens ont fait les séries, ce qui a été comme une bonne chose parce que l'engouement puis l'excitation hockey a juste comme pogné une autre coche à Montréal puis au Québec. Puis ils ont fini leur série juste avant. Grosse passation du flambeau. Puis c'est sorti la semaine passée. Puis honnêtement, le feedback est comme impressionnant. Là. Comme moi, je m'attendais... parce que c'est ça aussi, je pense. Puis c'est bizarre parce que je parle de ma propre série, mais au début, on s'attendait à une série peut-être hockey, mais c'est vraiment une série qui est pas sur le hockey tant que sur l'amitié masculine. Il y a beaucoup d'affaires qui sont très cool. Puis on marche sur une ligne mince en docu. Pas vraiment. Le vrai du faux. Ouais, le vrai du faux, il y a quelque chose qui est fun avec ça. Surtout, je pense, dans les premiers épisodes. OK. Parce qu'au début, il y a comme un peu... On présente les gars, il y a un petit peu les jokes, les codes du documentaire sportif, un petit wing, si tu vrai, si tu pas vrai. Oh, un des joueurs vomit souvent. Ouais, OK, c'est vrai. Puis là, la deuxième moitié, quand on arrive au tournoi, là, vraiment, c'est vraiment... OK, non, c'est vrai, là. Puis là, il y a un autre côté des gars qu'on découvre, autant plus émotif. Il y a des blessures pour vrai, il y a des larmes, il y a des, ça Puis là, tu fais, OK, non, les gars l'ont fait pour vrai, tu sais. Alors qu'au début, parce que d'ailleurs, cette semaine, le highlight de ma semaine, c'est Nathalie Petrovski a détesté. Pour vrai? Oh oui! Non, je l'ai vu. Elle s'est comme énervée. Mais comme, je comprends pas ce que je regarde. Mais en même temps, elle dit rien. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi, ce genre de critique-là, tant mieux que tu le prennes bien. Moi, c'est mon genre d'humour préféré, personnellement. L'affaire, c'est que c'est de l'humour. C'est parce que c'est performatif, puis elle se met en spectacle, puis c'est pas une critique. C'est ça. Pour donner un indice aux gens, puis ça, c'est comme, tu sais, moi, je fais ça, penser à des gags à journée longue, puis j'étais comme, je pourrais pas battre ça, c'est trop drôle. Elle commence au début, puis elle est fâchée, puis je suis comme, tu sais, j'ai hâte de voir pourquoi, puis elle commence fâchée contre mes cheveux. Oh. Elle est comme, moi, j'ai pas pogné toute la critique. Il est jamais peigné, il est jamais brossé. Je fais comme, je pourrais pas battre ça, c'est trop drôle, tu sais, commencer une chronique fâchée sur des cheveux. Mais tout ça pour dire, c'est que la série a vraiment ça s'adresse pas juste aux fans de hockey, c'est ça que je veux dire. Mm-hmm. C'est qu'il y a un narratif, il y a une quête où des gars sont comme, hey, on peut-tu réaliser un rêve d'enfance, puis au début, ils sont funnés, puis la carapace d'humoriste, mais rapidement, t'es comme, OK, non, ils sont vulnérables, ces gars-là, puis on va là-dedans, puis ça, c'est plus la deuxième moitié de la série. Fait que j'ai hâte que les gens se rendent au... Il y a quelque chose qui est proche aussi, je trouve, du podcast, étrangement, que tu fais, tu sais. Non, mais sur les... Tu sais, tu vas dans des fois, tu vas dans toutes sortes de détails dans les discussions, évidemment, des fois parfois geek, mais des fois aussi, il y a du sentimental, il y a des vraies histoires, il y a des gens qui vont s'ouvrir sur des aspects qu'on n'est pas habitué d'entendre dans le milieu du hockey, là, carrément. Ouais, je pense que c'est d'aller de jouer dans ces zones-là, de changer de zone. Juste changer la vision qu'on a du sport, carrément, là, tu sais. Puis le hockey, c'est pas le sport le plus progressiste, là, mettons. Fait que d'aller comme de voir des... gars, c'est vrai, quand on y pense. C'est vraiment, je le dis poliment, mais c'est ultra arriéré le hockey, c'est pour ça que je dis ça. C'est comme, il n'y a jamais eu de coming out de joueur gay de l'histoire. Il n'y en a pas eu encore un. Même pas il y a eu un gars qui a fait son coming out dans les 2 dernières années, que c'est comme la première fois qu'un joueur avec un contrat pro de la Ligue nationale faisait son coming out, mais il n'a jamais joué dans la Ligue nationale. OK. Donc c'est comme un jeune. Mais de tous les joueurs de l'histoire qui ont joué dans la Ligue nationale, il y a eu 0 coming out. Tu sais, ça donne-tu une idée, là, tu sais, genre... Toi, tu connais-tu des histoires qu'on entend parler qu'il y en a qui dans la Ligue nationale? Cash? Ben, ça doit y en avoir plein. Ouais, il doit y en avoir plein. Ouais, pour vrai, j'en ai entendu de... lui, mais tu sais... étrangement, au football... Puis ils ont des femmes, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? OK, il y a des enfants, c'est pas... Non, ouais, c'est ça. Il y a des enjeux aussi. Ben oui. Il y a des enjeux de famille qui sont là-dessus. Mais au football, ça commençait à... football collégial, il y avait eu une couple de coming out, je me souviens à un moment donné qui avait sorti. De la Ligue nationale, je sais pas. Baseball non plus, tant que ça non plus. Baseball, je connais moins, mais j'ai jamais entendu. Chose, le gars, celui qui avait les Aces, qui était le fameux film de baseball là, qu'on aime tous. Moneyball? Moneyball, le personnage de Brad Pitt était gay. Hein? Billy Bean? Attends, Billy Bean? Attends, c'est ça? Billy Bean, oui. B-E-A-N-E. Parce que lui, je sais qu'il avait été marié puis il y avait eu un enfant, ce qui veut évidemment rien dire, là, mais... ouais, il était gay. Billy Bean? Ouais. Ah! Je savais même pas, puis j'adore Moneyball. Ouais, mais ça, il l'exploite pas
dans Moneyball, évidemment. Puis il dit reflecting on his childhood, been remarkable. I've always been gay. I was gay since birth. Il le savait depuis tout le temps, mais il peut pas le mettre vraiment là-dessus. Oui, il y a eu... il y a eu 3 enfants. Ouais, c'est ça. Il y a toujours eu une blonde à partir de l'âge de 14 ans, puis à un moment donné, c'est plus vers la fin qu'il s'est divorcé, puis finalement, il a comme fait... Peut-être que ça rajouterait un autre layer à son histoire, parce que, tu sais, lui, c'était comme... Il y avait beaucoup de pression quand il est arrivé dans la ligue pour performer, fait que je me demande il y avait-tu quelque chose aussi dans ce secret-là qu'il gardait pour lui, qu'il l'étouffait? Sûrement, je sais pas, tu sais, puis en même mais c'est drôle que dans le film, ils l'ont pas en même temps. Ben, le film avait un autre angle. Il y avait un autre angle carrément. Ouais. C'était sur la construction de l'équipe et tout ça. Puis, mais non, mais c'est ça. Lui, moi, c'est le premier qui me vient en tête dans le monde du baseball. Mais bon. Mais comme tu dis, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est juste de regarder les choses autrement. Toi, tu t'es-tu en grande tristesse des séries ou tu continues à écouter les séries même si tu connais? Ah, mon Dieu, moi, c'est... Tu continues toujours? Oui, c'est ça qui est face ou pas. Peu importe. Ouais, exact. C'est ça, ça fout. Ça me change. Mais est-ce que tu, dans ce temps-là, quand les Canadiens est out, est-ce que tu te mets à router pour une autre équipe que tu prends et tu vas, OK, je vais suivre eux autres jusqu'à la fin en espérant, ou tu es plus à large, tu regardes juste le sport magnifique que tu admires depuis tout le temps? Souvent, je m'amuse un petit peu avec des amis à faire des prédictions, puis à travers les séries, il y a une équipe qui va m'amener, tu vas comme t'attacher. Laquelle tu t'attaches en ce moment? Ben, moi, j'avais dit que Dallas gagnerait au début de la saison. La coupe. Puis là, finalement, ils ont eu des blessures avant les séries. Je me suis dit, ça va. Ils sont pas en première ronde. Ils prennent Colorado qui ont gagné la coupe il y a 3 ans. Ils sont faits. Puis finalement, ils ont passé Colorado. Ben ouais. Puis là, je suis comme, oh shit, ils ont passé Colorado sans 2 bons joueurs qui vont peut-être revenir. Fait que là, j'étais comme, tu sais, Dallas, ça serait cool. C'est le fun hein, quand on n'a pas raison. Quand on pense nécessairement qu'il y a des événements qui changent tout ça. Ça, c'est trippant. Autant à Montréal aussi, on haït Toronto. C'est rendu un point où genre, je me sens mal pour Toronto. Je me disais, ça serait le fun qu'ils passent plus loin. Ça fait trop mal. Genre, c'est comme... Tu sais, Ovechkin, à un moment donné, tu voulais qu'elle gagne sa coupe là, parce que t'étais comme, ça serait chien. Là, comme... Puis ça l'a gagné. Fait que je me sens un peu de même pour Austin Matthews. Ça, je me dis, ça, ils font tellement pitié. En même temps, c'est tellement divertissant de voir une équipe ennemie échouer constamment, comme c'est avoir la gang. Non, je peux comprendre. Fait que, à date, avec des équipes qui restent, là, tu sais, Caroline, ça, c'est des équipes un peu plates, là. Fait que Dallas, Vegas, Dallas, ça serait vraiment le fun. Ouais, non, c'est cool. Hey, moi, j'ai fait quelque chose de, tu le sais, je suis pas très hockey, mais j'étais dans un chalet avec des amis où, il y a pas si longtemps, avec mes enfants, leurs enfants, tout ça, on était toute une gang, puis mon ami qui était là, lui, il était très hockey, puis télé marche pas, l'internet marche pas, il y a rien qui marchait où est-ce qu'on était, il y a rien qui rentrait, mais il y avait une vieille radio. Puis on a fait vraiment le truc de toutes les familles dans le salon, la radio ouverte, il y en a qui dessinaient, il y en a qui lisaient, puis il y avait la radio au centre, puis on écoutait le match. Man, c'était le fun. Mm-hmm. C'était super. Tout le monde, même mes enfants qui connaissent, tu sais, ils étaient fascinés par le débit, par l'espèce de spectacle que c'est à la radio. Mais toi, évidemment, tu dois pas écouter ça à la radio. Souvent, à cause des shows en auto, oui. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est Martin McGuire et Danny Dubé, ils sont venus au podcast, à mon podcast, à travers les années. Oui. D'ailleurs, Martin avait été très gentleman. Il m'avait déjà dit, ça fait plusieurs années, quand il était passé au podcast, il m'avait dit, quand tu reviens au Centre Bell, fais-moi signe, envoie-moi un petit texto. Puis j'avais dit, OK. Fait que j'étais retourné au Centre Bell avec mon père une fois. Qui, évidemment, avec mon père, on partage ça, là, OK. Mon père a joué, puis il m'a initié au hockey. Fait qu'il m'a dit, OK, entre la 1 et la 2, restez à vos bancs. Puis ils ont envoyé quelqu'un qui sont venus nous chercher et ils nous ont emmenés dans la loge de Danny et Martin où on a regardé l'entièreté de la deuxième période. Fait que j'ai comme une photo dans mon cell de mon père avec son long trench coat entre Danny et Martin qui essaie de... Puis c'est vraiment particulier parce que t'es vraiment au-dessus. Hey man, j'aurais le vertige, moi, ça fait capoter. Honnêtement, moi, je suis un gars que généralement le vertige, mais c'est comme... C'était vraiment cool. Puis c'est comme si tu regardes la glace comme un jeu de société. T'es vraiment au-dessus. Mais moi, je sais ça, mais moi, j'arrive pas encore à comprendre comment... tu vois si bien les numéros, puis comme... je sais, ils sont penchés, donc tu le vois, mais à la vitesse que ça va, tout... Est-ce que... Faire le jeu, juste le jeu, de commenter ça, où est-ce que t'aurais-tu été capable, tu penses? Honnêtement, moi, c'est que je suis... Tu sais, Guillaume, s'il était allé, t'es comme non, mais c'est parce que lui, il est autiste, fait que ça compte pas. Parce que moi, comme mettons, genre, juste voir le bas du corps d'un joueur, je sais c'est qui. T'sais, dans le sens que juste le body language, l'équipement...
Ouais. Tu sais, genre, moi, si je vois une personne jouer au hockey dans ma vie, peu importe, le professionnel ou amateur, peu importe, si je le vois une fois, je vais me souvenir s'il est droitier ou gaucher. Tu vois ce que je veux dire? Pas parce que je fais un effort. C'est comme ça. Exact. Fait c'est le même. Je pense que quand tu les vois, tu regardes, les gars, tu les reconnais. Puis même des fois, Pierre-Rod, il fait « Oh, excusez, je pensais que c'était lui. » Tu sais, ça arrive aussi, même des fois. Fait que, mais oui, mais ça, c'est vraiment cool. Tu sais, fait que tout ça pour dire, Martin nous a amené là. Fait que c'était vraiment cool d'amener mon père dans la loge. Tu sais, mais ça me fait penser, nous autres, on a eu, avec l'Orchestre Métropolitain, on faisait notre concert levée de fonds de l'année. Puis la famille Molson, si je me souviens bien, a été comme partenaire avec ça. Donc, on a fait notre levée de fonds, notre souper de levée de fonds au Centre Bell sur la glace, au milieu. Wow. Puis là, ils ont mis une espèce de... La glace était encore là, ils ont une espèce de plancher. Puis les tables, ça c'était brillant, c'est que Yannick Desaguin était au milieu. L'orchestre était à 360 degrés, réparti à travers les tables. Bon, tous les gens qui venaient souper étaient comme dans l'orchestre. Puis lui, il dirigeait à 360. On avait des brasses qui ont joué pour que les gens rentrent. Là, les gens qui rentraient, c'était un bal. Là. On avait le vieux thème de la soirée du hockey joué au brass. Et l'animateur de la soirée, c'est celui qui parle. C'est quoi son nom? Moi, évidemment, je connais pas le hockey. Michel Lacroix. Le but était compté par Ouais, c'est ça. C'est lui qui animait la soirée. Wow. C'était complètement irréel. Puis on était au milieu de la glace. Puis on jouait la 5e de Beethoven. Puis des affaires de même. Il y avait plein de personnes. Toi, évidemment, moi, je connais pas rempli de gens du milieu du hockey qui étaient présents. C'était quand même... c'est cool. Ouais, c'était cool. Je viens de me rappeler, t'étais à ma 200e. On s'en est jamais reparlé. Oui, hey, on n'a jamais parlé de ça, de la 200e du podcast. Ça, man. Non, c'était... Mais tu sais que C'était quoi le nom de l'invité encore? C'était Alexandre Daigle. Alexandre Daigle, que je suis allé écouter le documentaire. Qui est super. Écoute, j'ai fait la file, puis là, j'ai comme compris un peu plus l'ampleur de la chose. Tout. Mais beaucoup de gars... Oui. À peu près 99,9 périodiques, % d'hommes, avec chacun leur gilet de hockey avec leur équipe préférée. Ouais. Mais tout du monde très respectueux, évidemment. Là. Je dis pas ça mauvaisement, que c'est des gars. C'était tout du monde qui trippe hockey, à écouter parler de hockey, tout ça. Puis t'étais avec Charlot en avant, puis vous avez animé la soirée. Mais c'était extrêmement touchant, je trouvais, parce que c'est comme irréel un peu. C'était comme... Ça avait comme pas de bon sens. Tout ce monde-là qui viennent de petit, puis je faisais la file, puis il y avait du monde qui venait de loin. Là. Ouais, un gars qui était Rouen. Un gars qui était venu de Rouen à Montréal. Puis il y avait du monde de vraiment de partout au Québec. Il y avait un gars de Trois-Rivières. Il y avait un gars de... Je parlais avec des gens, j'étais OK, les gens... C'est la belle chose là, du podcast, je pense. La proximité. Ben ouais, puis là, tout le monde se retrouvait dans ce petit habitat, puis pas petit quand même, il y avait 200 personnes zélées qui sont venues pour ces événements. Je trouvais ça bien touchant. Moi, comment tu te sentais avec ça? Ah, c'était fou. C'était la 200e d'un podcast que j'ai parti dans ma chambre chez mes parents. C'est fou. Fait que c'était de se rendre à ça. Puis Alexandre Daigle, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un ancien premier choix au total de la Ligue nationale. Ottawa, c'est ça. Oui, à Ottawa en 93, qui n'a pas eu la carrière que beaucoup pensaient. Puis qui a eu la vie dure, man. Oui, exact. Puis là, qui est beaucoup devenu le poster boy, on dirait, de l'échec en général, ce qui est quand même un peu intense comme... Puis là, il y a 50 ans, fait qu'il y a comme un certain recul sur cette histoire-là. Puis il y a un documentaire qui est sorti, produit par la Ligue nationale sur Prime, à peu près dans les semaines où on l'a reçu. Ouais. Puis là, c'était cool de faire ça devant le public. Puis justement, ben, tu dois le vivre avec ton podcast. Tu rejoins des gens, puis les gens t'écoutent dans leur bureau, dans leur transport, dans leur auto, dans leur jogging. Mais là, d'être physiquement dans la même pièce, c'est comme une autre affaire. Tu sais, comme c'est des clics ou des chiffres que tu vois, on dirait que c'est comme irréel ou intangible. Ouais. Mais là, de dire, hey, parce que c'est ça qui est cool avec le podcast, c'est la communauté qu'on a créée d'autistes du hockey comme moi qui sont comme yes, tu sais. Puis là, puis j'avais dit aux gens comme, hey, mettez votre jersey préféré. Je pense qu'il y avait un gars d'entrée qui travaillait avec moi sur le podcast que si t'avais mis ton jersey préféré, t'avais un sticker direct sur le tape en rentrant. Puis lui, il donnait le sticker à tout le monde. Puis c'est ça que tu vois, comme toutes les personnalités du monde qui arrivent avec des jerseys jeunes, vieux, whatever. Puis ça, c'est ça, l'affaire qui est le fun, c'est que tu peux pas, à part le jersey, oui, évidemment, mais t'enlèves le jersey, il n'y avait pas un stéréotype réel des gens qui étaient présents. C'est juste quand même varié. Ouais, parce que la passion du hockey, les classes sociales, ça varie, les métiers varient. Exact. N'importe qui aime le hockey. Il y en a plus éduqués, moins éduqués, peu importe. C'est pas. Puis ça, c'était le fun. C'est cool de voir ça. C'est cool de célébrer avec le monde parce que c'est le monde. Si personne écoutait mon podcast, il n'existerait sûrement plus. Fait que les gens
viennent, puis que là, on peut se rencontrer physiquement, puis de comme, hey man, salut, puis hey, j'écoute ton podcast dans tel contexte. Ou, tu sais, c'est de te faire écrire des histoires de, hey, j'étais à l'hôpital, ma blonde est arrivée telle affaire, fallait que je passe 6 heures sur une chaise, puis hey man, j'ai réécouté tel épisode, puis ça m'a fait du bien, puis t'es comme, hey, mais ça sert à de quoi? Je me souviens encore quand on était allé, toi puis moi, on était allé voir, je pense, Pierre Lapointe, par exemple, on était allé backstage, après, puis on avait croisé un tromboniste qui jouait sur le show, Renaud Graton, qui est venu d'ailleurs ici, qui chante, puis quand il t'a vu, la face, il a changé, puis là, je l'ai vu te faire une confiance. Hey man, j'adore ton podcast, j'écoute tout le temps ça. Puis là, je regardais Renaud, je disais, hey, je savais même pas que t'aimais le hockey, vraiment. Mais c'est ça, c'est quand même cool pour ça, les podcasts, tu sais jamais réellement. Puis même moi, ça m'arrive souvent, je rencontre du monde. Puis, tu sais, est-ce que tu reçois tes stats, finalement, de ouais, mais en fait, à cause de toi, grâce à toi, devrais-je dire, je suis sur Acast maintenant. OK, puis ça marche bien. Ça va super bien, puis surtout, c'est ça, c'est plus t'as des commandites aussi qui ont dû embarquer. Des statistiques, ouais, exact. J'ai un ami qui est là-dessus. Là, on a des partenariats, en plus, avec le Rêve glacé, avec Warrior puis Beehive, qui sont parfait, des trucs. Mais là, tu sais, c'est qui ton fan moyen? Est-ce que... Oui, exact. Ben, c'est ça, je pense que tu l'as beaucoup décrit. OK, un gars, quel âge? C'est beaucoup tu sais, ben là, c'est parce qu'eux, ils donnent des ranges de 18-34 ou... tu sais, mais c'est ça, je pense que c'est beaucoup des gars entre 20 et 40. Et moi, c'est 65% de femmes. Ah oui? Entre 40 et 55. Ah! Vraiment intéressant. Je savais pas pourquoi, je suis pas capable de l'expliquer. Est-ce que les arts attirent plus les femmes, peut-être? Je sais pas. En tout cas, bonjour à toutes. Ben, je serais curieux de savoir aussi parce que en haut d'un certain âge, mais tes parents sont, je sais pas, ils ont quel âge, mais ils sont dans 70. C'est 70, bon, moi aussi, mes parents sont dans 70, puis leur rapport au podcast, des fois, est comme flou. Ouais. Fait que moi, je suis content de ça, mettons, en haut de 40, évidemment, là, je sens les gens, mais en haut de 50, en haut de 60, fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu dises en haut de 50, man, je fais comment? Ben, c'est ça, je sais pas si c'est les invités, je sais pas si c'est le fait que c'est de la longue conversation, tu sais, il y a tellement de facteurs qui jouent en ligne de compte. Puis aussi, les invités eux-mêmes qui repartagent l'affaire, ben eux autres, ils ont leur crowd qui écoute ça. Je sais pas. Ouais. Mais c'est le fun de savoir à qui, en tout cas, du moins avoir une idée imaginaire de qui nous écoute. Mais donc, le podcast, il va bien. Oui, là, on vient de finir la 9e, on rentre dans ce qui va être la 10e saison. Fait que ça, c'est très cool. L'émission de télé va bien. Et là, il y a le show solo. Je vais aller avec Pardon. Tu te parles de misère? OK, parfait. Moi, j'étais vu en rodage au terminal. Ouais. Je pense que c'était peut-être printemps 22. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Puis il y avait des gars qui étaient là, certains gars qui étaient là dans ton show final, d'autres qui se sont évaporés, évidemment. Ça fait partie du travail que tu fais. Moi, ce qui m'a fait triper, c'est que il y a des gags. Quand je t'ai vu, évidemment, c'est le terminal. Tu sais, quand on est au terminal, ben, tu sais, c'est un tout petit stage, t'avais ta guide, il n'y a pas d'effets spéciaux, quoi que ce soit. Là, je t'ai vu avec décor, avec tout, là, tu sais, avec tout l'univers qui... Puis ça, je m'étais même pas... je sais pas pourquoi on n'en a pas parlé ensemble, mais je m'étais pas mis en tête que ça allait être ça. Dans ma tête, ça allait rester comme le terminal, c'est-à-dire stand-up conventionnel un peu... Ouais. Un follow spot, des fois une guide. Mais là, c'était pas ça, man. Il y avait du stock, il y avait la mise en scène qui était... Tout était bien réfléchi. Costume, on va le dire comme ça, d'une façon, tu sais. Puis, moi, écoute, j'étais flabbergasté de voir ça de cette façon-là, parce que justement, mes attentes n'étaient pas celles-là. Puis j'ai eu full fun. J'ai aussi... Écoute, c'est peut-être de toute ma vie la fois que j'ai eu le plus chaud dans une salle. Je sais pas qu'est-ce qui se passait ce soir-là. Il n'y a pas d'air climatisé. Puis, mais c'était spécial, ça. Je suis revenu, j'ai mis tout... Écoute, trempé, mais c'était cool, parce que tout le monde était dedans, c'est correct. C'était drôle en tabarouette. C'est dans une maison de la culture, je pense. Je me souviens plus laquelle. À Villeray, c'est ça. Toi, avant, je vais aller plus dans les détails, mais moi, je veux juste parler avec toi sur toute la préparation de ça. Comme tu dis, en 22, déjà, tu testais du stock, tu essayais des trucs. Un genre de 45, peut-être 50 minutes à ce moment-là. Peut-être même 1 heure déjà. Déjà 1 heure. Mais en sachant qu'il y a du stock qui allait évidemment mourir. Mourir, disparaître, aller ailleurs, tout ça.
dans le tranchage d'idées, je sais que PY, c'est lui qui a fait la mise en scène. Ouais. Pierre-Yves Desmarais, ouais. Dans cette idée de mise en scène, est-ce que lui a participé un peu à la structure de dire ah ce gag-là tu devrais, celui-là tu devrais pas, ou c'est plus toi qui es avec tout ton matériel, mais après tu as dit aide-moi à le forger sur scène, à le coller davantage. Comment vous avez travaillé ça? Ouais, pour répondre à ta question, puis aussi répondre à ce que tu mentionnais précédemment quand tu m'as vu en 2022. Là, tu sais, 2022, quand tu joues au Terminal, pour moi, c'était comme je testais des pièces de puzzle. Ouais. C'est comme si je testais des pièces de puzzle une dernière fois. Comme, ça, c'est le coin gauche. OK, cool. Ça, c'est le milieu droit. OK, cool. Ça, c'est... Mais c'était vraiment des pièces de puzzle. C'était pas un show. Je testais du matériel qui sont vraiment des pièces d'un puzzle qu'on n'a pas encore l'image finale. Puis moi, je savais que les affaires que je voulais faire, comme des numéros de musicaux d'ouverture, de fermeture, ça, c'était sûr. Ça, dans des petits endroits comme le Terminal, qui sont super, mettons, pour le stand-up, ils n'ont pas nécessairement ce qu'il faut pour moi en termes de technique. Il n'y en a pas de grand place qui l'ont. J'ai été beaucoup au mes rodages au Théâtre Sainte-Catherine. OK. Parce que, mettons, puis encore une fois, c'était pas le gros luxe, mais c'était super pour tester. Sainte-Catherine, c'est super. Exact. Donc, c'était super, c'était parfait, mais, mettons, juste avoir un moniteur, tu sais. Tu peux pas avoir ça, mettons, au bordel ou au terminal. Non, c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que dans ces endroits-là, évidemment, je peux pas faire le show à Aziz parce qu'il y a tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup d'affaires dans la construction de mon spectacle. Puis c'est sûr que si, mettons, j'étais Pierre-Yves, par exemple, qui présentement est en train de roder son prochain show. Okay. Une fois qu'il tombe dans les rodages puis dans les salles, c'est que le nombre de dates qu'il peut avoir et dans les genres de salles qu'il peut avoir, c'est différent aussi comme rodage. Lui, c'est justement du show physique, c'est du show... Exact. Mais juste mettons par rapport aux ressources techniques, je veux dire. Lui veut rentrer d'une salle plus grosse tout de suite puis vendre des billets. Il n'y a pas de problème, tu sais. Exact. Fait que moi, c'est pour ça que ça change la manière dont j'écris le show, où je le rode. Fait que toi, fait que j'ai été très longtemps dans des petites salles à tester le matériel, tester les pièces de puzzle, ce qui m'a amené vraiment plus proche de la date de sortie du show en mars. Puis tout ce qui est éclairage, décor, c'est ça, tout ça, on le faisait dans une semaine de pré-prod qui était en février, si je me trompe pas. Parce que janvier-février, début 20... Fait que c'est alors que quelqu'un souvent qui joue dans des grosses salles ou des plus grosses salles va pouvoir faire ça bien avant. Là. Puis avoir le vrai éclairage, le vrai décor, les vrais costumes beaucoup plus longtemps avant. C'est ça que PY fait. Mais tu disais que lui, en ce moment, il rode justement. Donc lui, est-ce que... Ben, ils vont faire aussi une couple de petits numéros. Il a commencé dans les petites salles, puis il a commencé des trucs puis au bordel. Mais juste quand tu as des instruments de musique, que tu veux des gags d'éclairage, que tu veux certaines affaires que tu peux pas faire. Un peu comme Arnaud Soli. J'ai vu Arnaud qui est venu tester avant qu'il sorte son nouveau show, que j'ai pas encore vu, qui est sur ma liste. Mais tu sais, il est venu au bordel. Puis bon, c'était pas des numéros musicaux, c'était pas c'était des numéros parlés. Des numéros parlés. Exact. Stand-up. fait que ça pour dire, c'est pour ça que moi, ça a comme tout. C'est pour ça que je savais que je voulais avoir ces blocs-là dans le show, un numéro d'intro musicale, tel joke avec une track, mais souvent, je ne pouvais pas les tester dans les contextes d'un simple comedy club. Souvent, c'est des jokes, ça prend ton technicien, un technicien connaît tes cues. Mais moi, c'est l'affaire qui me stresse. Tu sais, en même temps, je te regardais. Non, mais c'est vrai parce que il y a tellement place à l'erreur. Avec un moniteur qui chie, un cue qui rentre pas. Man, tu peux vraiment aplatir ton show facile. Puis est-ce que tu as une couple de cartes dans ta manche s'il y a un cue qui marche pas? J'ai le tech puis mes techs connaissent vraiment bien le show. Puis c'est en question de timing, c'est plus des questions techniques. Mais tu vois, l'autre jour à Saint-Eustache, le câble de Git marchait pas. Mais comme il marchait au soundcheck, là, on avait tout mes soundchecks, tout est testé, mais t'arrives au show puis il marche pas. Mais comme un show, c'est un art vivant. Tu sais, il peut s'en passer. Ça fait partie du show qu'il va arriver des choses qui sont pas arrivées la veille puis qui arriveront pas le lendemain. C'est ça un show, tu sais. Puis là, tu peux pas... Non, évidemment, on vise tous la perfection. Puis des fois, tu t'es pas mal proche dessus, mais tu dois accepter que c'est pas non plus la réalité. Là. Ouais, puis c'est drôle que tu parles de ça parce que c'est une notion avec laquelle j'ai beaucoup réfléchi dans ce processus-là, la perfection, parce que je me mets beaucoup de pression à performer. J'ai beaucoup de... Tu sais, je veux que ça soit vraiment le meilleur show possible. Mais... il y a comme une fine ligne à marcher parce que la perfection peut te tirer vers le haut, mais elle peut aussi te tirer vers le bas. Puis justement, tu sais, un show d'humour, c'est pas une cassette, c'est pas un tape, c'est vraiment un art vivant. Puis il y a des affaires que tu vas mieux jouer un soir que d'autres, puis tu vas jouer mieux le début, mais tu vas jouer mieux la fin le lendemain. Puis à un moment donné, c'est comme...
évidemment que tu veux toujours, puis faut que tu gardes une constance, puis tout ça, évidemment, mais je pense qu'il faut que tu aussi t'embrasses le fait que le show est unique à chaque soir. Même si c'est les mêmes jokes, c'est les mêmes trucs, il va y avoir des réactions différentes, il va y avoir une énergie différente. Puis ça, c'est... Non seulement, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu l'embrasses puis que tu tires ton plaisir de ça. Ouais. Puis c'était un bon exemple, la générale, où t'es venu, parce que toi, t'es venu, j'en faisais 2 de suite. J'en faisais une à 5 heures puis une à 8 heures. Moi, je peux être à 8 heures. Toi, t'es venu à 8. Ouais. Tu sais, 5 heures, 8 heures, une salle, tranquillos, où il fait 300 degrés à Villeray. C'est pas nécessairement les conditions que quelqu'un pourrait juger favorables. Mais moi, j'étais comme, hey man, c'est mes derniers rodages avant ma première. C'était une semaine environ avant, je pense. C'était 2 semaines exactement avant. Là, le monde sont venus, on avait comme un peu leaké ça en secret. Le monde qui sont là, c'est parce qu'ils ont envie d'être là. C'est fucking cool. Je teste mon show avec mon costume pour la première fois. J'avais les cues. Tout était comme... Là, c'est la vraie affaire. C'est fucking cool, tu sais. Genre, moi, j'ai décidé, avant de monter sur scène, que j'allais avoir du plaisir. Oh, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ça rentrait. Puis c'était super cool, tu sais. Puis, ouais. Ta première partie, c'était-tu la même pour le show? Ouais, Sam Boisvert. Sam Boisvert. Shout-out à Sam Boisvert, que je veux inviter parce qu'il me fait rire, mon gars. Puis je trouvais qu'il donnait bien... Il amenait bien la table, mettons. Vraiment. Autre énergie, complètement. Pas la même affaire, mais c'était juste, tu sais... Il a fait un numéro sur les divorcés. S'il y avait une femme, comment il voyait son divorce, c'est des choses tellement drôles que j'ai vues cette année. Puis lui, il était super... Toi, t'arrivais avec ton truc qui décollait dans une autre direction. Ça, je trouvais que ça donnait... Souvent, moi, j'ai ça quand j'arrive dans un show de mots où la première partie est comme une pâle version de ce qui s'en vient. Mm-hmm. Moi, j'aime ça, la variété. Puis ça, je trouvais que c'était... Puis des fois, par contre, quand c'est trop varié, ça n'a juste pas rapport. Là, je sais pas pourquoi, mais ça marchait. Faut qu'il y ait un diagramme de veine entre... Ouais, carrément. Puis c'est moi, je l'ai souvent vu, une première partie trop proche. Oui, de la personne. Horrible. Ça nuit c'est comme dans un pays. Ça nuit à tout le monde. Ça nuit à tout le monde. C'est comme dans un show d'humour, si tu mets 2 humoristes trop similaires back-à-back, il y en a un des deux qui va être perdant. Ah oui, complètement. C'est comme pas la bonne truc. Fait que Sam Boisvert, ça lui ferait plaisir de venir te jaser. Il habite même, je pense, pas loin d'ici. OK, mais il était vraiment... il avait bien fait ça. Et parlons de la première. Excuse, juste pour répondre à ta question, parce qu'on a pris des détours, mais par rapport à Pierre-Yves. Oui, juste pour au moins te répondre, mais parce que c'est des longues réponses. Pierre-Yves, c'est ça. Pierre-Yves, dans le fond, il a le rôle de metteur en scène sur mon show. Puis c'est une bonne question que tu lui poses, parce que beaucoup de gens sont comme, qu'est-ce que ça fait un fucking metteur en scène en humour? T'sais, c'est comme beaucoup de gens sont très dans... il y en a qui disent ça. Ben, parce que, tu sais, mettons, au théâtre, le metteur en scène, c'est le capitaine du bateau. Ouais. En humour, c'est différent, parce que le capitaine, c'est l'humoriste. Et le rôle de metteur en scène change de show d'humour en show d'humour. Le travail que Guillaume Girard a fait sur le premier show de Pierre-Yves est vraiment pas le même travail que Joseph Saint-Gelais a fait avec Louis-Joseph. Tu sais, c'est comme... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui sont dans le jeu, il y en a qui sont dans les textes, il y en a qui sont un petit peu dans la script édition, il y en a qui sont dans l'éclairage ou d'autres pas du tout. C'est très, très différent selon ce que l'artiste a besoin et désire. Ouais. Ma relation avec Pierre-Yves en est une de longue date à ce stade-ci, mais d'amitié d'abord, de coup de foudre artistique. Puis on a beaucoup, on bounce beaucoup nos affaires l'un l'autre. Puis Pierre-Yves avait jamais fait de mise en scène comme telle, en humour. Mais la manière qu'on a travaillé, c'est que moi, évidemment, je créais le matériel, tout ça. Puis Alexandre Forêt aussi, qui est un autre humoriste, est venu aussi écrire faire un peu de scriptité à droite, à gauche, beaucoup des concepts et des jokes dans le show. Puis les trois, on a travaillé ensemble aussi sur le show à Pierre-Yves, fait qu'on se connaît quand même un peu. Moi, Pierre-Yves, ce que j'aime, puis pourquoi je travaille avec lui, c'est qu'il y a vraiment un œil comique que je respecte beaucoup. C'est comme parce qu'à un moment donné, dans ton matériel, t'as plus de recul, tu sais. Puis, autant pour les jokes que pour la vue d'ensemble du show. Tu sais, de quoi on parle, c'est quoi l'arc dans le show, c'est quoi. Ouais. Puis Pierre-Yves aussi, il connaît les notions avec lesquelles je joue, c'est-à-dire la musique. Les jokes, c'est pas parce que faire du stand-up, c'est une chose, mais faire des tunes, c'est une autre affaire. Puis c'est un autre rythmique, puis c'est un autre. Puis on a les mêmes référents, on respecte nos goûts mutuels qui ont évidemment des atomes crochus. Puis il y a beaucoup de trucs là-dedans où je peux faire avec Pierre-Yves avec l'idée, puis avec les jokes, puis il pouvait c'est pour ça que Pierre-Yves, je prends le temps de décrire sa job parce qu'il a tellement fait de job à beaucoup de niveaux, que ça soit de la script édition, de m'aider avec des jokes comme tel, et beaucoup aussi au niveau musical, comme mettons le numéro d'ouverture musicale, le numéro de fermeture musicale. Moi, j'arrivais avec une tune, puis une idée, puis des jokes, puis à différents, des fois, degrés de finition, puis lui était comme...
OK, ça, je pense que je le mettrais au début. Ça, cette idée-là n'est pas si claire. Puis je pense pas que c'est, tu sais, ah oui, t'as raison. Là, je retourne travailler, je te reviens avec ça la semaine prochaine. Fait que, puis c'est un gars aussi dans le côté pratico-pratique où c'est comme, hey, la toune, je l'ai fini, c'est ça. Cool, viens chez nous, on l'enregistre tantôt. Puis là, on descend dans son sol. Oui, c'est ça, parce que vous avez quand même bricolé des capsules ensemble souvent. Exact, tu sais. Fait que là, c'est comme, hey, cette tune-là, j'avais telle esthétique en tête, cool, je sors ma guitare, cool, lui, il sort ses micros, cool, on enregistre ça. On fait ça cet après-midi, cool, on fait ça. Bon, on fait ça là, cool, on fait ça là. Descend dans le sous-sol. La tune est punk rock, ok, parfait. Ah, celle-là, c'est une tune samba, ok, parfait. Punk le micro, ok, ça. Puis lui, il est meilleur musicalement que moi. Fait que mettons que je fais, hey, c'est cool de faire l'harmonie, mais comme moi, je suis pas bon pour aller chercher. Fait que c'est comme, donne-moi l'harmonie, je vais la faire. Fait que là, il va m'adonner. Puis, en même temps, lui, il réalise la tune. OK, cool. Attends, je pense qu'on pourrait rajouter des brasses. Je pense qu'on pourrait rajouter un genre de drum. Fait qu'il y a comme un éventail de cordes à son arc qui est tellement vaste que je lui parle de la manière dont je joue la fin d'une joke ou que je parle du rythmique d'une tune ou que j'y parle d'un mouvement ou que j'y parle d'éclairage ou que j'y parle du poster du show. On a touché à tous ces sujets-là, tu comprends? Wow. Fait que c'était... Ben là, tu fais pas tomber vraiment mieux que ça, là. Honnêtement, à la base, ça supposait être un autre ami, puis rapidement, il m'a dit « Moi, je pense pas que je suis la bonne personne pour ton show. Demande à PY. » Puis j'étais comme « Oh, shit. Ah, OK, cool. » Je demande à PY. Puis il était comme « Yeah, mais oui, man. » Puis on s'entend... C'était sa première fois en plus. Ouais, de faire. Puis on s'entend, il n'a pas besoin de moi pour gagner sa vie et remplir son agenda. Non, okay? Absolument non, mais c'est ça, j'allais dire. Il anime la disque, il fait le bye-bye, il fait un show, il y a un enfant. Tu sais, comme. Tu sais, on a beau dire, on a beau faire une méga belle publicité pour PY en ce moment comme metteur en scène, il pourra pas dire oui à tous ces projets-là, malgré son grand talent. Puis c'est ça qui est le plus touchant aussi là-dedans, c'est que lui, il a pris le temps, puis de. Tu sais, je pense qu'il y a un de nos grands points communs, à part le hockey, est l'amour de la blague. Tu sais, on est tellement des passionnés de la joke, puis de non, mais je pense que ça sera encore plus drôle, puis peut-être, fuck, c'est tellement une bonne idée, comment on l'a fait le mieux possible, que je pense qu'on se rejoint, puis on a quand même des standards, je pense qu'on se pousse là-dedans, on se rejoint là-dedans. Puis le fait qu'il ait fait, ah non, moi, ça me tente de faire ça avec mon ami, tu sais. C'est ça aussi. C'est ça qui est vraiment cool. Ben, tu sais, à un moment donné, le temps passe tellement vite, puis là, tu sais, puis à un moment donné, on meurt. Puis à un moment donné, c'est fini. Puis on fait, j'aurais dû avoir une mise en scène de PY. Non, mais tu sais, dans le sens qu'on veut travailler avec du monde de la femme. C'est exact. Ça, je pense que l'expérience... c'est quoi? Il y a quelqu'un qui me parlait l'autre fois qui disait que la cause numéro 1 pourquoi les gens quittent leur job, c'est parce qu'ils n'ont pas de fun. C'est même pas une histoire de salaire. Ce qui est une très bonne raison, by the way. Ouais, parce qu'ils sont pas motivés, puis ils n'ont pas de fun. Puis là, ils quittent leur truc parce qu'ils ne se sentent pas à leur place. Et l'argent, c'est jamais la cause numéro 1 de quelqu'un qui quitte déjà parce que les gens sont prêts à gagner moins, mais d'avoir du fun. Sense of purpose. Il faut que tu... Ouais. Le nombre de fois où avec Pierre, on travaille sur des trucs, où une toune ou une joke, puis qu'on part sur une chaise, puis qu'on se met à rire, là, mais que je pleure de rire. Puis à chaque fois, je prends une seconde, je fais comme... c'est ça notre job. C'est quand même fucké, tu sais, de faire comme, hey, man, ça, c'est ce qu'on fait à temps plein, c'est quelque chose qui nous amène de la joie. Puis je suis pas en train de te dire que c'est facile, puis que non, tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a des moments où tu as moins d'idées, puis il y a des moments où est-ce que ça lève moins, puis tu te fais mal sur la scène en faisant un gag, puis que le monde rit pas, que tu dois sortir, ouais, le monde, vous êtes fatigué, puis là, c'est rushant. Tout ça, mais je changerais pas ça pour une job de bureau. Pour tout le monde. Non, c'est ça. Puis des jobs de bureau, c'est une autre histoire aussi. Il y en a qui sont bien là-dedans. Mais oui, complètement. Je comprends ça aussi. Moi aussi, évidemment, je ferais pas ça. Mais c'est cool. En tout cas, vous avez vraiment réussi à... Fait que ça pour dire, juste de cette longue truc, j'ai été vraiment chanceux qu'un ami aussi talentueux fasse comme, hey man, ça me tente, puis on va avoir du fun en tabarouette. Ben, clairement, lui... On se connaît pas, mais tu sais, j'ose penser qu'il a appris un paquet d'affaires en faisant ça. Ça compte, tu sais, ça lui a donné encore plus d'outils pour 100%. Ses propres choix à lui, tu sais. Ne serait-ce que... Moi, je me souviens, j'ai joué au hockey pendant 20 ans, puis à un moment donné, je me suis ramassé comme coach, assistant coach, puis j'étais comme, tu sais, OK. Puis en 3 mois, j'ai fait, hey, je comprenais rien, man. Dans le fond, je comprenais rien. J'étais un épais. Au fond, je comprenais pas le hockey. J'étais un pion sur un jeu que je n'avais jamais vu d'en haut, tel la vue de Martin McGuire et Danny Dubé. Puis là, j'ai fait, OK. Puis comme, c'est sûr, Puis de la même manière que quand je travaille avec lui sur ces trucs, j'apprends des trucs parce que c'est comme,
t'as tellement un rapport différent quand c'est pas toi. Quand c'est toi, c'est sanguin, c'est viscéral, c'est trop proche de toi. En même temps, c'est presque bon. malsain par moment. Mais en même temps, c'est correct parce que c'est toi qui tires le bateau, c'est ton capitaine. Il faut que tu restes capitaine de ton bateau. Ouais, absolument. Mais quand t'es dans l'autre affaire, souvent, t'as l'air tellement intelligent parce que c'est comme, t'as-tu pensé mettre ça là? Puis c'est comme, c'est quand même. Puis là, tu fais comme, yes. Merci. Je voyais plus clair dans cette tempête. Oui, puis j'ai aussi les gens que tu rencontres, tu sais. Lui a rencontré, mettons, le gars qui a fait mon éclairage. Hey, man! C'est bien cool comment tu trouves des solutions pas chères pour des problèmes complexes. Ouais, peut-être rencontrer du cool monde avec qui vraiment, tu sais. Tu vois d'autres modèles, tu sais, on n'a pas la même boîte de production, on n'a pas les mêmes... Fait que là, tu fais, oh, attends, ça, c'est fait de même ici. OK, moi, j'avais pas vu ça. Fait que, autant au niveau artistique, au niveau humain qu'au niveau business, je pense que tu apprends bien des affaires. Ah, c'est malade, ça. T'avais une autre question, excuse, il y a 10 minutes. Oui, comment va ton père? Très bien, c'était sa fête il n'y a pas longtemps, puis 74 ans. Moi, je vais le dire, je t'en avais parlé. Faudrait peut-être mettre du contexte, peut-être. Non, mais j'aime ton père. Je l'ai rencontré à quelques reprises. Et ton père qui soutient full ta carrière et qui est un amateur de musique classique et de Taylor Swift. On va parler de ça dans un instant. Épisode épique dans lequel tu as amené ton père pour discuter d'un concert que vous avez expérimenté, on pourrait dire, comme ça, ensemble. Et ça donne une super conversation amusante, mais le fun. Puis en plus, ce que je vais donner à ton père, c'est que je trouvais qu'il était vraiment lui-même, dans le sens que je trouve pas qu'il actait. Il était vraiment comme quand moi, quand je lui parle, quand je l'ai rencontré, il était vraiment exact. Il était lui-même, vraiment. T'as réussi à faire ça, ce qui est pas évident. Parce que ben du monde aurait une tendance, une fois filmé, à essayer de se montrer sur un autre angle, un autre, tu sais, dans leurs plus belles apparences. Mais je trouvais que ton père, il était fidèle à comment moi je le perçois. En tout cas, du moins, là. Et un personnage, tu veux mettre en contexte à ton père? Comment on le met en contexte? Non, parce que les gens sont comme, pourquoi ils demandent comment ça, dans le sens que tu connais mon père un peu. Mon père, parce que mon père, c'est tout un personnage, tu sais, ça qui est très féru de classique, là, c'est pour ça qu'il faut avoir des longues discussions, mais en même temps. Il est venu quelques fois à des concerts. À un moment donné, j'étais pocheur de tickets. Pour lui, d'ailleurs, faut que je vais lui écrire parce que j'ai des bons shows qui s'en viennent. Ah, c'est cool, ça, il va être content. Dans le fond, c'est que mon père, c'est un monsieur de 74 ans qui a un doctorat de Cambridge University en pharmacologie, mais qui est aussi un buff de culture, de musique classique, de théâtre, de cinéma, mais aussi trip vraiment fort sur Taylor Swift. Puis la raison pour laquelle t'en parles, c'est que automne 2022, j'ai amené mon père voir Taylor Swift à Toronto, le seul show, mais non, c'est pas vrai. Pas 2022. Je l'excuse, à l'automne 24. Oui. Merci. Le show qu'elle a fait 3-4, je pense. Elle a fait Toronto puis Vancouver. C'est ça, date canadienne. Fait que j'avais réussi par un miracle de la vie, là, parce que c'est des tirages, là, c'est ça la vérité, à gagner. Puis mon père, d'ailleurs, me croyait pas. Quand je l'ai appelé, je l'ai FaceTimé pour voir sa face. Il m'a dit c'est impossible. J'ai dit non, mais j'ai vérifié, je sais pas pourquoi, mais ils sont dans mon Ticketmaster, Puis il a fait, c'est parce que j'ai lu un matin dans le Globe and Mail, c'est une chance sur 400, c'est impossible. Tu sais, lui, il avait lu le Globe and Mail le matin même. Puis là, mon père capote sur le Swift, là, tu sais, il connaît toute sa discographie, et ça depuis 2008, là, les gens qui pensent qu'il a pas embarqué sur le bateau l'année passée. Fait que il lit sur elle, il avait vu le show déjà sur Disney, il avait déjà pris des notes, c'est quoi le setlist du show. Il était vraiment deep là-dedans. Puis là, j'ai pu l'amener à Toronto voir le show. C'était le fun. C'était fou. J'avais lui, ma mère, mon frère venaient nous rejoindre de Calgary à Toronto. C'est fou. Et donc, c'est une expérience, tu sais, comme ils disent, un core memory. Là, c'est un souvenir vraiment fou là, de famille à vivre. Puis, mais ça devait hurler. Ça devait tu parlais tantôt là, qu'il y avait à mon podcast 99% de gars. Là, puis pour vrai, c'était au moins 97%. Et là, au show de Taylor Swift, ah ouais, ben à l'inverse. J'ai été seul dans des toilettes masculines d'un stade de baseball, mais seul. Genre, il y a personne dans... Il y a une couple de gens qui ont fait ce gag-là sur Instagram où ils disaient écoute, les toilettes pour gars pendant un show de Taylor Swift, c'est calme. Les filles viennent dans les toilettes des gars. Parce qu'à un moment donné, ça a comme plus de bon sens. Puis honnêtement, on essaie de trouver dans le stade de presque 50 000 personnes, y a-tu un homme qui a l'âge de mon père en ce moment? Puis honnêtement, j'ai vu quelques grands-mères qui venaient avec leur petite fille, mais j'en ai pas vu des hommes. Puis mon père debout tout le long, c'est 3 heures non-stop, le setlist dans les mains, le sourire fendu aux lèvres. Puis ce qui est arrivé, c'est que moi je m'étais dit c'est cool, on va vivre ça, puis je vais le documenter, ne serait-ce que pour nous, comme on part de Montréal en char, on s'en va faire ça, mon frère nous rejoint. C'est hot. J'ai 2 sœurs aussi qui étaient pas là, dont une qui était en Europe. On va pouvoir leur envoyer ça va être drôle, tu sais.
Et là, je reviens et je fais « Ah, j'ai tellement de footage. » Puis mon père, il y a comme un casting d'homme très sévère, mais en même temps, qui est vraiment sweet. Puis là, j'ai comme fait un mini-vlog que, by the way, j'avais jamais fait dans ma vie. Là. J'ai juste été chez un ami qui a un petit logiciel de montage. Puis j'ai fait une voix off sur laquelle je fais des jokes parce que, tu sais, des fois, les jokes s'écrivent tout seuls. Puis j'ai mis une tonne de Taylor Swift en background, puis je l'ai posté. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais jamais vécu l'expérience du mot viral. Puis j'étais comme... Tu sais, oui, avec Pierre-Yves, on a vu des tunes qui avaient bien marché. Tout ça, mais... Là, ça a comme... Moi, j'avais... Oh, t'es sérieux, ça a fait... je sais pas ce que... Moi, je l'ai vu passer, puis j'ai juste fait « Ah, OK, cool. » Puis je t'avais écrit même, là, c'est malade, t'as fait ça avec ton père, c'est pas de bon sens. Mais oui, ça a été viral. Honnêtement, c'est dur de... C'est bizarre de dire ça dans une vidéo de soi-même, mais vraiment, tu me faire appeler par le Journal de Montréal pour des entrevues. Mon père qui se fait écrire par du monde, genre, qui est comme quoi, ils ont vu ça, genre... Tu sais, mon père aussi de catcher c'est quoi cette affaire-là aussi, c'est comme, tu sais, c'est quoi? Tu sais, mon père n'est pas ses réseaux sociaux, tu sais, fait que, mais ça a vraiment, tu sais, j'ai genre, mon nombre de followers a augmenté, tu sais, genre, c'était vraiment bizarre, Puis parce que c'était comme, c'est qui le gars, c'est qui le monsieur qui tripe Taylor Swift de 73 à ce moment-là? Fait que c'était comme, on sait quoi, puis tu sais, super drôle, mais super attachant, le bonhomme, puis il est charismatique. Puis le monde voit bien, non, il aime ça pour vrai, puis ça a vraiment spiné que je m'en fais parler à chaque émission de télé que je fais. C'est comme là, Taylor Swift, hein? Puis là, suite à ça, c'est que là, il y avait tellement de questions de, mais non, mais attends, pourquoi ce monsieur-là tripe sur Taylor Swift que j'ai dit, garde, on va faire un show. Ben oui. Fait que j'ai loué un studio de podcast que j'ai appelé Gauvreau et Fils, parce que mon père, c'est Denis Gauvreau. Puis j'ai dit, écoute, Denis, allons au bout. Puis là, on a parlé de sa genèse. Puis mon père, tu sais, pourquoi j'ai fait ça aussi, la raison pour laquelle j'ai fait, c'est que c'est un homme articulé, puis très analytique. Fait que lui, il est pas comme, ouais, mais j'aime ça. Il est comme, alors, Taylor Swift, les gens la comparent aux Beatles. Faut faire attention. Quand on parle de. Il va aller dans les thématiques, il va aller dans il va aller dans ci, il va aller dans ça. Fait que ça donne un épisode comme. Puis c'est comme tantôt, mettre quelqu'un à l'aise. Quand c'est ton père, c'est encore plus bizarre. Puis moi, quand j'ai rechecké des bouts de l'épisode, je trouve que moi, je suis bien plus bizarre parce que j'essaye de l'aider. Des fois, je suis comme, la fois que je l'ai interrompu alors que je voulais comme, fuck. Fait que tout ça pour dire, fait que ça a fait un épisode qui, encore une fois, c'était juste comme un genre de rapper, cette affaire-là de hey. Puis ça a aussi eu son genre de succès en soi aussi. Non, c'est ça. C'est bien bizarre. T'as pas eu pas mal de visionnements. Genre des milliers de views sur YouTube parce qu'on l'a filmé et tout ça. Puis, mais aussi ton père, il est pas creepy, tu sais, parce que mettons... non, mais on va y donner, parce que, tu sais, il est jamais analytique, il réfléchit. Moi, quand j'avais fait un moment donné un show avec Cœur de Pirate, j'ai encore marqué de ça, cette affaire-là. Cœur de Pirate, avec le professeur Molinari, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, à l'église Saint-Jean-Baptiste. Jump Pack, dans la première rangée, il y avait 3-4 bonhommes du même âge que ton père, mais ils sont là avec des toutous dans les mains, puis des ballons, puis des fleurs. Puis ils attendent, puis il y a comme, je pense, l'équipe de Cœur de Pirate qui dit, qui voit ces bonhommes-là, puis ils font... vous savez, hein, ils n'ont pas le droit de s'approcher à tant de mètres, ils n'ont pas le droit de venir, eux autres, c'était comme des pédophiles. Mais des fans étranges, on va le dire ça comme ça, qui sont en avant, mais là, tu sais, tes web, ils ont l'air tellement trop contents d'être là, mais c'est, tu sais, trop âgés, avec des cadeaux. Ça. Ton père, il y a comme un fétiche weird. Ouais, là, c'est ça. Ton père, il avait pas des cadeaux. Non. Il aimait les tunes. Là, donc, ça, c'est correct. Non, mon père s'est rencontré. Taylor serait comme, OK, j'ai des questions. Quand, par rapport aux thématiques du 9e album, tu sais, il est vraiment plus, c'est vraiment par le cerveau, tout ça. Puis c'est drôle parce qu'il a comme appliqué ça à mon show. Puis il m'a envoyé comme sa critique de mon show, évidemment, comme pour vrai teinté d'un amour paternel. Oui, évidemment. Mais de comme, David, ton spectacle, là, comme vraiment comme dans le WhatsApp familial, de comme, tes textes font preuve d'une couverture sociologique fascinante. Tu sais, super, genre. Tu sais, super touchant, mais tu vois tout justement comment lui réfléchit au show. Puis, c'est cool. Fait que c'est vraiment drôle. Puis ça reste dans un bon. Dans un bel échange aussi. Oui, complètement. Mon père serait pas comme genre. Là, t'aurais pas dû faire ça, c'est exact. Ouais. Puis c'est sûr que. Hey, Daniel Lemay, es-tu au courant des jokes que tu fais à propos de l'imitation que je fais de lui? Es-tu au courant? Je pense pas. Mais en même temps. Moi, ça fait 3 fois que j'ai écrit à son agence pour l'inviter, aucune réponse. Il me répond pas. Je voudrais tellement jaser avec Daniel. Mais pourquoi? Mais le fait que s'il déclinait poliment, c'est une chose, mais de pas répondre. Pas de réponse. De son agence. Ouais. OK.
Je sais qu'il habite plus à Montréal, mais quand même... Mais écoute, j'ai fait des recherches, j'ai envoyé des messages, silence total. Et écoute, moi, je serais... Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. On va pas les nommer, les jokes. Il y a quelques jokes que tu fais sur Daniel Lemire, et c'est pas méchant, là. C'est d'une grande gentillesse. C'est des beaux clins d'œil, on va dire comme ça. Moi, j'appelle mon hommage avec un clin d'œil. C'est ça. Moi, le premier show d'humour que j'ai vu en salle dans ma vie, c'est Daniel Lemire à salle André-Mathieu en 2003. C'était celui avec Solo, il y avait aussi des coéquipiers avec lui qui faisaient des personnages. Tu sais, c'était un peu théâtral. Il y en a un, il y avait un show théâtral qui faisait... ça, c'était son classique mélange stand-up et personnage. OK, parfait. Il faisait, puis écoute, il faisait déjà ses 20 ans de carrière en 2003. C'était déjà... Puis moi, ça m'avait quand même marqué parce que, tu sais, moi, j'avais trippé sur des sketchs de son DVD, dont un ami m'a donné le DVD d'ailleurs pour ma première avec un clin d'œil. Puis, vu que c'était à Laval, puis que moi, que j'habitais à Montréal, j'avais attendu après, dans l'heure d'entrée, ma mère qui venait me chercher. Puis, à un moment donné, les préposés de la salle sont comme, vous attendez, Monsieur Lemire? Puis, on était comme, hein? Parce que moi, j'attendais juste ma mère. Puis là, Daniel était sorti, il avait signé mon billet. Il était comme, cool, merci. Tu sais, il était super fin. Puis... Mais tu l'as jamais rencontré depuis? Ben, c'est ça. Le flash forward à Juste pour rire, genre, il y a une couple d'années de ça. Ça doit faire 2-3 ans. Non, au moins 3 ans. Je fais un show extérieur. Puis j'arrive au soundcheck, puis Daniel Lemire est là. Puis là, il est en Oncle Georges. Puis là, je fais comme, oh my God, il y a trop de niveau à ça. Puis là, je suis comme, il me connaît pas, fait qu'on se présente cool, puis il est super fin. Puis je le sais qu'il habite à Outremont, fait que je parle un petit peu d'Outremont parce que moi, je suis dans la Côte-des-Neiges, je suis pas loin, puis super smart. Puis je suis comme, il me connaît même pas, tu sais, comme humoriste. Je peux pas lui dire, hey, j'ai un personnage à de toi dans mon show. C'est comme, il y a trop de niveaux, tu sais. Fait qu'on fait juste jaser, mais l'affaire que je fais en joke dans le show, c'est que je parle de son delivery. Ouais, la façon qu'il... Daniel Lemire, tu sais que... Qui est une signature vraiment unique. Exact. Que j'avais jamais réfléchi avant que tu le fasses. Exact. C'est drôle. Et ce qui est drôle, c'est qu'il se met à me parler, puis on jase puis on parle de tournée, puis il me dit, j'ai été... À l'époque, j'avais été jouer... je pense à tel endroit durant le référendum, ça brassait, puis ça. Puis un moment donné, il se met à me compter, puis je me souviens plus c'est où, il dit, j'arrive à l'hôtel... Et je check-in et ils me disent désolé, votre chambre est pas encore prête, on n'a pas fini de la peinturer. C'est comme une drôle d'affaire à répondre, mais lui, avec son delivery Daniel Lemire, dans la vie, du tac au tac, dit j'ai répondu c'est pas moi, il met la couleur. mais il me le fait. Non, il te le fait. Mais là, je suis comme. Mais lui, il parle de même, tu sais. Oh non. Mais il y a trop de niveaux à ça. Comme, je peux pas lui dire hey, by the way. Il est déguisé. Ouais. Fait que là, je peux pas lui dire, hey, Monsieur Lemire, c'est exactement ça que je trouve malade. Mais tu sais, lui, il parle même pour vrai, tu sais, genre, tu sais, votre chambre d'hôtel est pas prête, on n'a pas fini de la peinturer. Espère-moi, il met la couleur. Là, je suis comme, oh my God. Puis là, je vais faire mon show, parce que j'avais un show solo avant, fait que je vais faire un show au monument, puis là, vous faites, tu cours d'un show à l'autre. Puis là, j'étais avec un ami, puis j'ai ma guide, puis j'ai des sacs, puis je dis, peux-tu m'aider, faut que j'aille à la salle juste pour rire. OK. On part en courant, on part du monument jusqu'à la place des festivals, puis on rentre dans la loge. Puis là, on rentre dans la loge, puis comme, OK, cool, OK, on est pas en retard. Hey, ouais, tu peux déposer ça, cool. Et là, mon ami se lève la tête et voit Daniel Lemire en Oncle Georges, la petite perruque orange collée sur la tête, puis je le vois faire comme... Genre, non, tu m'avais pas averti, là. Je l'ai raide. Ben oui, c'est sûr. Puis là, en même temps, avoir envie de gueuler de rire, tu sais, parce qu'il est comme, salut, bonjour, salut. Tu sais, il est super poli, puis tu sais. Puis c'est un gentil monsieur, je pense. Exact. Ah oui, complètement. Fait que, puis tout ça pour dire, puis je l'ai jamais revu depuis. Après ça, je sais qu'on avait parlé, ou quelqu'un m'en avait parlé à sous-écoute. Puis souvent, ces affaires-là, c'est que le monde va y envoyer, ou quelqu'un va y envoyer. Ouais, Est-ce que ses enfants, est-ce que quelqu'un y a envoyé? Peut-être, mais moi, je l'ai jamais recroisé. Puis, tu sais, justement, moi, ça me ferait plaisir qu'il soit là, qu'il le voit en show. Parce que c'est plein de tendresse, évidemment. Là, le show, il a été cassé. Ouais. Il est sorti. Il y a eu des super belles critiques. Ouais. Et là, tu as une run de shows que tu as fait par après. Après, tu as refait à Québec, Saint-Eustache. Ouais. Dans un année plus proche, tu en as aussi. Ouais, dans le fond, j'ai fait première Montréal, première Québec, c'est ça, Brossard, lancé officiellement. Les 3 premiers. Après ça, j'ai fait Saint-Eustache, Val-Morin, fait que là, 5 en 5. Et très, très content que les 5 étaient complets. Fait que c'était vraiment cool, ouais. Ben ouais. C'était vraiment cool. Puis là, ce qui s'en vient, il y a Sherbrooke, il y a Granby, Victo,
qui vont nous mener jusqu'à l'été. Je pense que j'ai Joliette à la fin de l'été. Puis là, à l'automne, là, ça reprend. Tu sais, le Binière, tout ça. J'ai un Montréal dans l'Est. Mais les sûr, on a sorti aussi début 26 un autre Club Soda. OK. Un autre petit Champlain. Fait que Ça va aussi. tout pour clôturer? Ou Ben, j'aimerais ça, en date où on se parle, j'aimerais ça que le Club Soda, parce qu'on a sorti un show à 7 heures, OK. j'aimerais ça en faire 2, 7 et 9, Tu voudrais filmer. puis les filmer, Ben oui. puis faire la captation. Fait que Ben ça, oui. après ça, là, tu sais, c'est dans vraiment longtemps, fait que tout ça peut changer, Captation, mettre ça sur YouTube ou peut-être Exact. ailleurs ou quelque chose. YouTube? oui, moi j'adore, ça fait C'est bon, c'est une bonne idée. 10 ans. Tu sais, moi à l'époque, quand j'avais vu Bo Burnham en 2013, Ouais. il l'avait mis sur YouTube, je suis comme, pourquoi personne fait ça? Ouais. Oui, il y a des coûts reliés, mais comme le retour peut être vraiment intéressant, puis Mais ça. là, tout le monde commence à le faire, puis je suis comme, oui, enfin. P.O. Forget, t'as-tu? Il est Ben rendu oui. à... C'est passé 100 000. Puis ouais, il l'a fait avec son show. Puis Puis c'est comme, tu sais, au début, ça se peut que ton producteur soit comme, OK, parce que, tu sais, ils sont habitués d'avoir des deals avec tout.tv. Ben puis- oui. mais là, mais écoute, moi, je pense que quand la deuxième tournée va sortir, puis Jay l'a fait. Tu le coupes en clipette. Tu exact. peux en mettre, il y a du Charles matériel. Pellerin l'a fait. Vraiment, moi, Ouais. je le recommande. Ouais. C'est quand même le plus gros diffuseur au monde, YouTube. Là. Tu sais, on oublie, mais c'est vrai. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que j'aimerais ça faire ça. Fait que j'ai. Mais économiquement, il n'y a pas de temps de retomber. YouTube? Oui, avec Ben, ça dépend je combien. C'est parce qu'en fait, moi, je voulais dire en termes de les gens, si ton show est nice puis bon, ils vont aller voir ton deuxième show. Exact, oui, Fait que- exactement. et là, après ça, oui, au niveau de la pub sur YouTube, Oui, il y a de la pub un peu. dépendamment du nombre de views. Ouais. mais tu sais, ce que je suis vraiment fier aussi de dire par rapport à la tournée, c'est que moi, tu sais, ma mère vient de Montréal, mais mon père vient de New Richmond en Gaspésie. Ouais. Et je vais jouer à New Richmond avec mon show et je trouve ça capotant parce que je fais Gaspé, New Richmond, Rivière-du-Loup, là, c'est une petite stretch. Ouais. Puis mon père il était comme holy shit, genre, c'est sûr, je vais être là. Puis ce qui me touche vraiment, c'est que quand tu rentres dans la salle de spectacle de New Richmond, qui est le diffuseur Que officiel je connais pas, je peux de la Baie des Chaleurs, OK. tu rentres par en arrière, par l'entrée des artistes, et du point de vue où tu es, quand tu regardes juste à gauche, c'est écrit salle Adrien Gauvreau, qui est la salle communautaire à côté. Puis Adrien Gauvreau, c'est mon grand-père. Fait que c'est vraiment cool, tu sais, de retourner jouer là. Tu feras puis- une petite vidéo. Honnêtement, c'est sûr. Moi, Ben là. j'ai eu la chance de jouer juste une fois là, avec Pierre-Yves en première partie en 2021. Puis, écoute, la journée même, j'ai pas pu me retenir. J'ai écrit genre 7 minutes de joke. Là. Parce Ah que ouais. j'étais comme, je peux pas faire comme si c'était un show comme les autres. C'est pas un show comme les autres. Genre, Ben on a non. une maison à 5 minutes. J'ai comme en partie grandi ici. Ben Genre, ouais. j'ai un lien vraiment fort. D'ailleurs, t'es allé là après toutes les shows. Oui. T'es allé t'isoler là pour reprendre tes énergies. Ouais, j'ai compris dans tout ce stretch-là avec le show, l'écriture, mais aussi le show du rêve glacé, c'est en même temps, que je fais pas juste jouer dedans, j'écris, puis c'est... tu sais, Tout. j'ai compris après, OK, je comprends comment les gens font des burn-out. Je me suis vraiment pas du tout rendu là. Mais Non, j'ai non. l'espèce de fatigue physique et Ouais. psychologique sur du long terme. Là. Puis après, Fait tu que, viens de faire une petite journée normale, te semble une immense journée. Là. Puis Ouais, là, tu exact. fais comme, peut-être que genre Faut trop, exact. là. Fait que là, j'ai écouté Ouais. des podcasts du docteur Fred Lambert, puis j'ai été... Ah, c'est un ça. des moments les plus surréels, c'est de rouler vers la Gaspésie, puis d'entendre, d'écouter l'épisode avec Ariane Noir, où t'es comme, ouais, David Bocage, puis genre d'être comme... Ah oui, Y a-tu- tu vois, C'est même méta. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il parle de moi? Non, mais c'est drôle parce que t'es dans ta vie, puis là, c'est vraiment, t'étais dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais tout ça, c'est très méta. Mais ça- Que t'avais invité Ariane au show. Mais c'est qu'on s'était parlé, puis je pense que je t'avais dit, je t'avais dit, hey, t'as ça écouté l'album d'Ariane? T'as dit, ah non, je vais l'écouter bientôt. Puis là, tu m'avais dit, mais tu sais, telle chanson, c'est tellement une bonne chanson. Puis là, Ah ouais. puis après, je t'ai quoté, puis là, tu sais, Mais oui. c'est méta. Mais tu sais, c'est juste drôle. Ça m'a comme. En tout cas, bref. Mais très cool, très cool. Ah épisode. non, écoute, C'est drôle, on a beaucoup d'amis communs, elle et moi, mais on s'est jamais croisés comme je connais bien Ben, Lou. le soir de ta générale, Ouais. elle arrivait de Québec. Elle arrivait de Québec pour venir à Montréal pour faire de la promo puis au podcast. Puis là, je l'avais invitée à dire, je viens, mais finalement, il y a eu un pépin, elle n'a pas pu se présenter. Mais elle voulait venir. Elle était supposée venir avec moi, venir voir le show. Ça serait une autre fois. T'es mon meilleur Elle promoter. Ben écoute. Ben, Lou est venu à la première à Québec, tu vois. Ah, there Ouais, you go. comme Ben, juste après la première, puis elle m'a écrit, puis c'était super cool. Fait que... ouais, tout du monde cool. Mais Ouais. c'est ça, écoute, il y a tellement une cool génération de musiciens en ce moment. Là. D'ailleurs, on parle-tu un peu de tes. Je sais que j'ai vu ton super calepin. Ah oui, moi, j'ai pas de mémoire, faut que j'amène. Ben non. Regarde, on y va. Moi, j'entends des suggestions, puis des fois, je vais intervenir. Puis Culturel.
culturel. Mais oui. Oui, my God. Ça, j'adore ça. Moi, j'adore ça. On aime tellement ça, nous se prêter. S'envoyer des... C'est pour ça que je me suis envoyé un truc, parce que moi, je pars dans 1000 directions, sinon, puis j'en ai trop. Le premier avec lequel je vais commencer, que j'aime vraiment, c'est drôle parce qu'il se décline en 2 affaires. OK. C'est un petit livre sur la créativité de John Cleese. Ah oui. Puis là, j'ai été revoir quand j'étais venu au podcast la dernière fois. Je suis comme, j'avais-tu déjà parlé? Mais non. je pense pas. Non, mais j'ai vu ça passer. Ouais. J'ai vu ça. John Cleese qui est un... Il fait toutes sortes d'affaires. Tu sais, il a écrit un livre, il fait de la peinture aussi. Il vend des prints. Il fait des prints signés en ce moment. Il fait toutes sortes d'affaires. Il est assez... Puis là, il coach sa fille aussi qui fait de l'humour. Ouais. Tout ça. Il a fait beaucoup de jokes comme quoi il avait perdu beaucoup d'argent dans un divorce. Fait qu'il a fait beaucoup d'affaires. Ouais, c'est ça. Mais il a fait un livre. Ouais, il a fait un livre qui est un... Je dis livre, là, mais je pourrais même dire presque micro-livre. Okay. Parce que pour vrai, je pense que ça se lit en bas de 40 minutes. Okay. C'est vraiment, vraiment petit. Si tu le googles... C'est sûrement qu'il est en audiobook que tu peux Probablement. trouver que lui qui le lit. Là. Probablement avec son delivery super. Tu peux googler, je pense, le titre, John Cleese Creativity, si tu googles juste le titre exact, pendant que j'en parle. Ouais. Dans le fond, moi, ce livre-là, je trouve ça malade parce que, tu sais, je sais, ça fait quand même plusieurs années que c'est sorti, mais je sais que c'est rendu... Oui, vas-y. Je le dis. Creativity, a short and cheerful guide. Exact, a short and cheerful guide, c'est vraiment ça parce que c'est comme... Ah, puis il est en audio, vous pouvez le trouver n'importe où. Trop facile. Facile. Ouais. Parce que je sais qu'en ce moment, c'est beaucoup dans l'air du temps de parler de créativité, puis Rick Rubin, puis tout ça, mais ce livre-là qui est paru il y a une couple d'années est très, très... Tu sais, je sais, des fois, on parle de concept, ça, est très concret dans comment le cerveau fonctionne pour vrai. Puis, parce que lui, il s'est beaucoup intéressé à un ami psychologue qui a fait des études dans les années... parce qu'il n'y a comme pas eu d'avancée sur la créativité dans les genre 50 dernières années. Genre. Puis lui, il est comme, voici comment ça fonctionne. Tu sais, la notion de temps. Pourquoi est-ce que quand tu as 1 heure pour faire une affaire, tu es plus créatif que si tu en as 6? Tu sais, pourquoi? Tu sais, les notions de début, de fin, tout ça. Tellement que moi, je me suis dit, puis là, je l'applique à mon domaine, quand tu rentres à l'école de l'humour, je suis comme, moi, je donnerais ça à tout le monde qui rentre à l'école de l'humour, genre, tu lis ça ce soir, on s'en parle demain. Parce que c'est comme... Tu développes une... Puis là, je parle aux gens qui sont dans la créativité, mais justement, peut-être aussi des gens qui sont pas nécessairement des artistes, ça s'applique parce que c'est comme comment tu développes ta méthode de travail. Puis John Cleese, il démystifie beaucoup ça de comment les gens pensent que les gens disent que la créativité, c'est un talent. Et comme, c'est pas un talent, c'est un mode de fonctionnement. Tout le monde peut être créatif. C'est un muscle aussi, là. Exact. Puis il parle de mode ouvert, mode fermé, quand ton cerveau, la différence entre quand tu es en brainstorm versus finir une tâche, c'est tous des modes que tu dois utiliser à un moment et ou un autre du processus, mais pas en même temps. Tu sais, quelqu'un qui est... Tu sais, quand on dit les artistes un peu funky, pas cernables, c'est comme, OK, c'est du monde, mettons, qui sont très créatifs, mais qui restent en mode ouvert. Fait qu'ils finissent jamais de projet, mais quelqu'un qu'on dit qu'il est pas créatif, il comprend pas, non, ben, c'est quelqu'un qui reste en mode fermé. Qui arrive pas. Fait qu'il tombe dans les affaires, il explique très simplement des affaires vraiment intéressantes que je pense que pas juste si tu fais un métier créatif, mais juste en général, c'est de faire, ah oui, man, c'est de même ça marche, le cerveau. Puis lui, à travers vraiment des anecdotes de Monty Python, un moment donné, j'ai écrit un sketch. Il était une gang. Oui, il était une gang. Lui, il écrivait beaucoup avec un autre gars, il était duo. Puis à un moment donné, j'ai écrit un sketch, je l'ai perdu. J'étais comme, fuck, j'ai perdu le sketch. Puis à un moment donné, après avoir dit, gars, je le trouverai pas, je vais juste le réécrire de mémoire. Puis à un moment donné, il a retrouvé la première version. Puis tu sais, tu trouves ça plate parce que t'es comme, ah, t'es fucking bonne la première version. Puis il a fait, la deuxième est bien meilleure. Ben, c'est ça. Pourquoi fait que ça, ce petit guide-là de créativité, puis comme il dit, cheerful, parce que c'est vraiment léger, puis le fun à lire, puis comme light. Moi, je pense que n'importe qui devrait lire ça. Gratuit sur YouTube, lui qui le lit. C'est la lecture, ça? Ouais. OK, parce que j'allais dire, la déclinaison que j'allais dire à ça, c'est que sur YouTube, il y a une conférence de lui de 1991 aussi qui parle exactement de ça. Il y a les deux. Qui dure 32 minutes. Puis en plus, vu que c'est une conférence genre de corpo, il met plein de jokes. Là. Il y a beaucoup de jokes là-dedans. Puis il est full charismatique. Fait que si vous êtes comme, j'aime mieux juste comme checker la conférence de 91 sur YouTube, allez-y. C'est du petit Christy de bonbon. Moi, je reviens constamment à cette affaire-là. Puis je suis comme, des fois, tu sais, des fois, t'es comme dans tes affaires, puis à un moment donné, je retombe à ça, je fais, ah oui, c'est pas supposé être si compliqué. Exact. Fait que ça, vraiment, checkez ça, les amis. Parfait. John Cleese. Livre. Moi, je suis un gros gars de cinéma, comme tu sais. Ben oui. C'est même d'ailleurs un livre que j'ai donné en cadeau à notre ami Guillaume Girard pour sa fête il y a une semaine. Il y a un gars qui, je pense que c'est François Lévesque, si je ne me trompe pas, qui écrit pour Le Devoir. Et, oui.
J'espère que je me trompe pas. Ouais, François Lévesque qui était critique de cinéma. Exactement. Oui. Et il a comme réuni sa collection de petits papiers qu'il a fait dans le Devoir dans un livre qui s'intitule Histoire de film. OK. Et ce que je trouve cool de François, c'est des petits billets, hein, c'est tous ces articles qu'il a réunis. Okay. Et ce que je trouve cool, c'est qu'il est comme le savant mix entre... il va te parler d'un film qui a marqué. Ça peut être un film, Saving Private Ryan ou des films qui ont vraiment eu un impact, que ce soit populaire, critique, mais généralement, le côté populaire, tu vas connaître le film, mais il va amener aussi une touche un peu d'érudition à ça, mais super le fun, accessible de pourquoi ce film-là a marqué, des anecdotes de tournage. Et c'est... Moi, tu pourrais... Genre, tu sais, c'est des très courts articles. Ouais, c'est tu peux en lire une couple avant de te coucher, puis c'est vraiment comme, c'est ça, l'espèce de bon mix, bon équilibre entre « Hey, tu sais, ce film-là, vraiment cool, savais-tu telle affaire par rapport à ça? » Fait qu'il nous en apprend autant au niveau... à travers ça. Exact. C'est bon, puis c'est vraiment cool. Puis vu que j'adore le cinéma, j'étais comme « Ah, qu'est-ce que je pourrais te parler de cinéma qui est cool et accessible? » Je l'ai jamais rencontré, ce cher monsieur Lévesque, mais que je lis fréquemment. Mais en plus, je suis déjà dans des projets. Je sais que j'ai été souvent dans la même pièce que lui. Mais je pourrais pas l'identifier. J'ai aucune idée à quoi il ressemble. Moi non plus, c'est ça. Ah, c'est journaliste. Donc, OK, parfait. Fait que, Histoire de film, il y a 2 volumes d'ailleurs. Si vous avez aimé le premier, il y en a un deuxième. Je pense qu'il a commencé à faire ça comme un genre d'exercice dans la pandémie. Il a comme continué, puis c'est vraiment cool. Bon, parlant de cinéma, ça c'est comme une parenthèse parce que c'est comme pas une suggestion comme telle, mais en même temps, c'est comme c'est la discussion que j'ai avec le plus d'amis dans les dernières années, fait que je peux pas passer à côté. C'est l'application Letterboxd. Oui, ça, Attends, ça, c'est celle je mets tous les films que j'ai vus là-dedans. Exact, c'est un Strava du cinéma. Ça n'aurait aucun sens. Moi, si j'embarque là-dedans, ça va me prendre. Ah non, mais dans le sens que tu n'es pas obligé de littéralement... Je pense que tu peux, comme dans le sens de commencer as of now. Et pas faire un... Non, faut pas que ça devienne une tâche. Là. Non, c'est un... Moi, ça me demanderait. Là, mais non. Mais OK. Donc là, j'ai vu tel film. Exact. Pouf, je le mets. Exact. Là, tu dis, tu peux marquer une petite note. Hey, j'ai aimé ça, j'ai haï ça, voici pourquoi, des jokes, whatever. Tu peux mettre une note si tu veux. Puis là, moi, je te suis, puis je fais comme, oh shit, Fred a vu tel film. Oh shit, il a full aimé ça. Hey, je connais pas ce film-là. Okay. C'est quoi? T'as-tu bien des chums qui sont là-dessus? Moi, c'est juste avec mes amis. Parce qu'il y en a maintenant que c'est devenu un réseau social pour les réals. Mais c'est ça, j'allais dire. Maintenant, il doit y avoir des personnalités. Genre Scorsese, il a son compte Letterboxd, puis c'est comme, t'as aimé Killers of the Flower Moon? Voici une liste des films qui ont été des inspirations directes et pourquoi. Fait que là, c'est. Mais là, ça, c'est le fun quand même. Ouais. Fait que Eric Kaboulian, mettons, lui, tu vois, il l'utilise vraiment comme média social de hey. Voici, il y a beaucoup de followers, c'est un gars du cinéma. Fait que là, c'est comme, OK, cool, Eric a vu ça, telle affaire, il recommande ça, il trouve ça vraiment cool, voici pourquoi. Puis tu peux te faire, c'est comme un mélange entre Strava puis Spotify, où tu peux aussi te faire tes playlists de, tu sais, mettons, moi j'ai mes listes de films d'enfance, de films de Noël. Mais ça peut, tu sais, tu disais, c'est comme Eric Kaboulian, il est là-dessus, mais il n'y a pas de revenu à faire là-dessus. C'est vraiment juste parce que là, tu peux suivre les aventures, les tendances que lui aime, préfère, tout ça. C'est toujours trouver ta communauté là, dans la vie. C'est qui ta gang, genre hockey, cinéma, musique, whatever. Puis là, c'est comme, le monde qui suit Eric, c'est comme lui des tripeux de cinéma. Fait qu'ils vont aller voir. Fait que dans le fond, c'est un peu, tu parles à ton audience, entre guillemets, c'est-à-dire quand Eric va sortir un film ou va sortir, c'est comme, OK, cool, j'aime ses goûts. Fait que tu parles à un ami cinéphile, finalement. Moi, c'est juste moi, j'ai un compte anonyme, puis c'est juste avec des amis de comme... Fait que moi, je veux dire, si j'ai pas aimé un film, je me sens pas mal de pas l'avoir aimé. Puis ce que j'aime aussi, c'est que moi, j'ai pas de mémoire, fait que tu peux garder un diary en temps réel de « Qu'est-ce que j'ai vu cette année déjà? » Puis là, quand mettons, Fred Lambert, il t'invite à son podcast, puis il te demande, genre, c'est quoi les films que tu as vu cette année? T'es comme « Attends, on va retourner dans Letterboxd. Ah oui, j'avais full aimé tel film. » Mais là, t'as un compte anonyme si je veux te trouver. mais moi, je te le dis, puis on s'ajoute dans ta ami. Ouais. OK. Fait que là, c'est comme... On va peut-être y aller. Écoute, j'essaie. L'affaire, c'est que j'essaie... Non, je t'explique. Faut pas que ça soit... Puis moi, ce que j'aime, c'est que... Puis je sais peut-être où tu t'en vas avec ça, c'est que c'est pas une affaire qui, addictive. Pour moi, est addictive ou un vortex de perte de temps. Tu as commenté avec les réseaux sociaux en ce moment? Comment tu gères? Excuse le début de la phrase. Ton temps sur ton téléphone. Ben, en ce moment, c'est que moi, c'est beaucoup relié aux promos de ce que je sors. Fait que c'est beaucoup le show, la promo du Rêve glacé. Fait que là, j'ai participé à des podcasts. Fait que c'est beaucoup pour te distancer quand même? Honnêtement, je pense que oui. Puis...
ça revient aussi à comment tu organises tes journées. C'est que je veux dire, moi, je veux pas mettre tant de temps. Tu sais, je l'ai mis à la limite sur mon téléphone là, de temps là, qui me dit hey, t'as passé tant de temps. Puis je le sais que si c'est parce que j'ai scrollé ou si parce que j'ai fait des posts. Ouais. Puis j'ai pas tant que ça envie d'en faire, mais aussi mon regard aussi a évolué là-dessus parce que de par mon métier, c'est-à-dire, puis l'exemple du vlog de mon père en est un exemple parfait, ça reste que aussi les réseaux sociaux. Moi, je suis comme la limite de la génération avant puis la suivante. Ouais, avant, c'était vraiment comme, yes, la scène. OK, les réseaux sociaux comme un boni. Maintenant, si tu penses ça pour vrai, je veux pas dire que tu es dans l'erreur, mais c'est que c'est un outil qui est là à ta disposition. Ouais. Puis si tu es comme, non, mais genre, whatever, c'est comme, tu sais, si tu veux que les gens viennent voir ton spectacle, c'est pas très compliqué, il faut qu'ils sachent que tu existes. Ouais, c'est tout. Puis, fait que ça devient comme un autre médium vraiment. Je veux pas dire à temps plein, mais un autre médium en soi. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme. Puis il y en a qui vont vraiment mettre 50-50 de pourcent de temps. Ouais. Puis je pense que beaucoup de gens de mon âge, ils étaient comme je veux pas mettre 50% de mon temps, c'est ça, des réseaux. Mais c'est comme. Honnêtement, c'est que c'est. Là, moi, mon show, j'ai eu un long moment où j'avais vraiment pas le temps de. Tu sais, j'étais dans le show télé puis dans le show de scène. Ouais. Mais de créer du contenu pour réseau, que ce soit mes tunes, mes vidéoclips, des jokes, des sketchs, peu importe. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça un outlet vraiment nice. Mais il faut aussi que tu... C'est ça, comment dire, c'est qu'il faut que tu comprennes dans le grand schéma des choses, c'est quoi pour toi. Est-ce que toi, c'est quoi ta priorité? Si tu la scène, si tu l'écriture, si tu peu importe. C'est ça qui est... Fait que si, mettons, j'étais comme, man, les réseaux sociaux, fuck that, si Fred, je m'enlève de ça, c'est comme... Wow, mon gars, t'as le luxe en tabarouette. Ça veut dire que t'en vends maudit des billets parce que parce que à quel point tu peux te passer de surtout, ça. non, c'est sûr. Mais moi, puis aussi, d'un point de vue artistique, c'est fucking cool de créer des trucs drôles. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, moi, j'en parle pas juste de... Là, je le disais d'un point de vue, en guillemets, business, au sens où c'est un outil très important, mais à la base, juste écrire des jokes, ça devrait être ça que tu fais, peu importe la manière. Ça. Exact. Moi, c'est plus le côté obsessif d'aller vers ça. Moi, je les ai enlevés de mon téléphone, puis je les mets juste sur l'ordi. Donc, et l'ordinateur, je le laisse tout le temps à la maison. Bon, c'est soit le matin ou soit le soir. Comme ça, le jour, je suis plus présent. J'essaie d'être plus présent parce que c'est tellement facile, mon gars, de mettre la main dans le fond de la poche puis aller checker ça. C'est pas, ça met pas ton cerveau dans un mode créatif. Tu sais, genre, si la première fois que tu fais dans la journée, c'est prendre ton sel puis scroller, c'est comme t'as pas envoyé ton cerveau dans la bonne direction dès le début. Dès le début, non, c'est ça. Puis toute ta journée va être un peu teintée de ça. Puis c'est comme... Mais... Non, surtout après la première, il y a des apps, j'étais comme Messenger que j'ai enlevé, j'étais comme non, j'ai plus besoin. Non, c'est ça, prendre une pause. Là. Exact. Ce qui est correct. Fait que, mais c'est ça, mais tout ça pour dire, c'est que c'est dur de faire un. Je peux pas enlever mes apps parce que ce serait pas réaliste dans le contexte de mon métier, mais il faut quand même que tu gères. Écoute, moi, j'admire ma blonde, elle a réussi à jamais mettre un pied là-dedans de sa vie puis de faire sa vie. C'est quand même... J'ai beaucoup de respect pour ça. Ben, moi, tout, même! Ben oui, puis je dirais que ça ferait presque une raison pour laquelle je t'attirais envers elle. Mais pour True Originals. Non, mais faut que tu sois fait quand même dur. C'est là que t'as su que c'était la bonne. C'était la bonne. Elle nulle part. Personne ne sait qu'elle existe, j'adore ça. Dans le fond, le gars est full contrôlant, puis toxique. C'est ça, il est horrible. T'as une blonde? Non, elle n'existe pas. Letterboxd. Que j'adore, puis honnêtement, maintenant j'en parle vraiment juste à mes amis que je sais que ça a rapport, parce qu'au début, justement, j'ai des amis qui embarquaient là-dessus qui sont pas assez cinéphiles ou whatever, mais c'est vraiment très très cool. Excellent. Avec tes amis. Petite suggestion musicale. Oh yeah. T'as un band que j'étais voir à Toronto, que je suis retourné voir au Fouf électrique et qui s'en viennent à l'automne au Théâtre Binfield parce qu'ils sortent, je pense, un nouvel album. Ils ont sorti une nouvelle tune cette semaine. Moi, j'étais un gros fan de indie rock avec des chanteuses mélancoliques. Mon ami me dit, c'est quoi on dirait que t'écoutes juste des chanteuses mélancoliques. Il y a un groupe néo-zélandais qui s'appelle The Bats, B-E-T-H-S. B-E-T-H-S, oui, exact. The Bats. The Bats. Qui sont fucking cool et qui sont vraiment sans flafla, sans artifice. Et dont, si j'avais à vous suggérer, tu te demandes des fois par où commencer avec un band, allez écouter leur dernier album, ou en tout cas au moment d'enregistrer ceci, qui s'appelle Expert in a Dying Field. C'est un petit band néo-zélandais. Pas hyper connus, mais qui commencent à rouler leur boss puis qui ont un petit peu pris du momentum puis de la notoriété avec le dernier album qui, je pense, jumelle un peu
l'aspect, il y a un petit peu une énergie punk dans les BPM, mais il y a une sensibilité pop dans les mélodies. Puis ils vont aller faire des harmonies vocales. Tout le monde qui est dans le band, drum, guide, voix, bass, ils chantent tout en même temps. Fait que tu vas comme chercher aussi ce petit layer-là que j'aime bien, des harmonies vocales. C'est la chanteuse qui écrit les chansons puis les paroles et musique. Et c'est vraiment cool. Donc, moi, je vous conseille de je vous suggère, de commencer avec l'album Expert in a Dying Field. Puis sinon, il y a une tune aussi qui est peut-être un de leurs plus gros hits, entre guillemets, là, parce que ça reste très marginal, sur un album d'avant qui s'appelle Jump Rope Gazers, qui est aussi un hostie de jam de hit. Qui est une des chansons préférées, je pense, de Phoebe Bridgers, qui est une fille aussi qui est plus connue. Fait que The Bats reviennent cet automne. C'est cool aussi de. Tu vas aller voir le show? Ben, fort probablement. Là, j'ai pas tout de suite acheté mes billets parce que j'ai peur d'avoir un show la même date, mais je vais sûrement sévir dans pas longtemps. Fait que The Bat, je trouve ça cool d'en parler là parce que si mettons quelqu'un écoute et trouve le band cool, ils peuvent aller après ça. Ben oui, mais voir moi, le premier, show. Tantôt je m'avais jogué, je vais écouter ça. D'ailleurs, ce qui est fucking drôle, à chaque fois que j'ai été les voir en show, c'est tellement un petit band, ils ont pas des roadies ou whatever. Quand il faut tout set up le gear puis les roadies, c'est eux avec un sweatshirt. Comme pour pas que les gens fassent wouh! Hey dude, c'est le band! Ils se mettent un sweatshirt avec une capuche pour set up leur gear parce que leur roadie, c'est eux. Ah, ok, mais ça, j'aime ça. C'est eux-mêmes. Fait que si jamais ça vous parle, allez checker ça. Jump Rope Gazers, Expert in Dying Field, la tune aussi. C'est vraiment complètement ma vibe. Il y a un petit feel 90s aussi là-dedans qui me parle beaucoup. Cool. Donc voilà, d'ailleurs, parenthèse, parce qu'on parlait d'acheter des billets de spectacle. Je suis vraiment content de dire que j'ai acheté il y a quelques jours 2 billets de spectacle parce que les 5 et 6 septembre à Toronto, le vendredi 5, il y a John Mulaney avec son nouveau show. Et le lendemain, les sœurs Haim, je sais pas si tu connais le band, Haim, qui sont au... que tu as déjà vu d'ailleurs. Que j'ai vu à LA. Ouais, un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. Wow, back-to-back. Ouais, fait que là, quand j'ai vu Mulaney, je fais je vais aller à Toronto, tu sais, là, je vois qu'il annonce la tournée des Haim le lendemain, je fais dude, 5-6, pas le choix. Fait que mon frère vient de Calgary, un peu à la Taylor Swift. On se rejoint à Toronto et on va voir ça. Fait que je suis bien excité. Ça va être très très cool. John Mulaney, en plus, je sais pas, je l'aime tellement ces temps-ci. Lui, partout en entrevue, il est comme super vulnérable. Il est vraiment intéressant. Je sais pas. C'est sûr que depuis qu'il a sorti de sa désintox, puis comme c'est le public, il est comme autre layer. Mais j'adore le tournant. Ouais, il y a eu des kids. J'adore le tournant qu'il a pris, en tout cas. Puis même son nouveau matériel, je le trouve encore meilleur qu'avant. J'ai vraiment hâte de voir parce que c'est ça, quand moi j'ai comme pas juste moi, mais une théorie que plus un humoriste devient connu, plus c'est dur d'être drôle. Parce que tu sais, puis même dans le Comedy Book, ça j'aurais pu le nommer dans les trucs, là, le Comedy Book, là, qui est un livre qui est sorti l'année passée, qui est full intéressant sur un petit peu l'humour, puis beaucoup de réflexions sur la culture de l'humour, puis à plein de niveaux, d'un espèce de comedy nerd qui écrit pour le Vulture. Puis il parlait de ça, de comme un humoriste qui fait des arénas sera jamais aussi drôle que ses premières heures de matériel il y a 1, 2, 3 shows avant. Parce que tu deviens vraiment big, puis le monde rit quand tu dis virgule. Fait que là, faut comme que ça demande un travail, je pense, supplémentaire, tu sais, puis en tout cas, bref, fait que c'est très dur, mais tout ça pour dire, j'ai hâte de le voir parce qu'il est rendu vraiment big, John Mulaney. Ouais, mais il est big depuis longtemps dans ma tête, t'sais. Pour les fans de mots, oui, mais tu sais, quand des gens là, te mettent à dire hey John Mulaney, que c'est comme du monde que vous sachiez c'est qui, ça donne une idée, je pense, du mainstream appeal du gars. Là. Ouais. Fait que bref, c'est pour de parenthèse, mais je trouve que c'est un double header quand même pas plat. Ouais, non, ça c'est une belle fin de semaine. La longue fin de semaine en plus. Oui, exactement. Fait que je t'ai parlé de ça, sinon je vais essayer de rapper ça quand même. Oh non, regarde, on a pas de trouble. On parlait de YouTube tantôt. Je l'ai découverte récemment, full en retard, mais je la trouve vraiment funny puis intéressante. Il y a une fille, puis ça se consomme comme des petites chips. Il y a une Brit qui s'appelle Amelia de Maldenberg qui a créé une affaire qui s'appelle Chicken Shop Date. Ah, j'ai vu ça passer, oui. Au lieu de son modèle d'entrevue, c'est comme elle reçoit des artistes, mais c'est une date dans un restaurant de poulet frit. Puis c'était un petit peu à mi-chemin entre Between Two Ferns. Puis parce que Between Two Ferns c'était scripté puis c'était une fausse entrevue. Mais elle, c'est une vraie entrevue. Puis l'artiste répond pour vrai, puis tout ça. Mais elle est quand même un peu en personnage. Puis, mais ça donne, évidemment, ça sort, évidemment, les gens de leur cassette. Ça donne un contexte vraiment... Elle est vraiment drôle. Je la trouve vraiment funny. Elle me fait un petit peu penser à Kat. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Kat Levac. Là, elle a un genre de deadpan delivery. Elle aime vraiment les malaises. Elle joue beaucoup avec le montage. Mais écoute, je l'ai découverte parce qu'elle faisait le tapis rouge des Oscars, qui est
probablement une des gigs les plus toughs de tous les temps, là, faire des tapis rouges. Puis j'étais comme, elle est bien drôle, puis elle est bien rodée, cette fille-là. Puis c'est ça, elle est connue de ça. Chicken Shop Date. Écoute, elle a reçu des Billie Eilish, des Ben Stiller, des vraiment gros noms, mais dans des restos de poulet frit en Angleterre. Puis elle arrive avec une approche que je trouve quand même, j'aime pas dire ça, mais le mot rafraîchissant. Et donc, c'est rafraîchissant, que voulez-vous? C'est rafraîchissant, c'est vraiment cool, c'est jeune, c'est hop, c'est hip. Fait que, parlant de rafraîchissant, là, c'est tellement pas le bon terme pour parler de ce que je veux dire, mais j'écoute... Les messieurs en vraie rangée de Cœur de Pirate. Non, j'écoute Empathie en ce moment. Là, oui, j'ai hâte de regarder. Man. Hâte de regarder. Moi, j'arrêtais pas à tout. Moi, j'attends que ça finisse pour tout m'éclencher. Je suis content de pas prendre ce chemin-là parce que ça demande une certaine gestion. Une certaine gestion. Très le fun. Tout à l'inverse du rêve glacé. Se consomme très rapidement sans aucune conséquence dommageable. Et les deux sur la même plateforme. Oui, on va dire ainsi. Mais en tout cas, je pense que Empathie, je pense que bien aimer ça. J'ai vraiment hâte, honnêtement. Puis j'accroise des fois, là, Florence, mais beaucoup de respect. Son chum est humoriste, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ben ouais. Mais vraiment, cette fille-là est douée. Je dois admettre. C'est de tout. J'ai vu pas mal de tous ses projets, mais celui-là, c'est fort. En tout cas, quand tu as revu ça, on s'en parle. 100%. Je t'en donne un dernier, puis après, je te laisse tranquille. Parce que j'étais comme, faut quand même que je parle de film. Je peux pas parler de film. C'est juste. Puis c'est un vieux film. Vas-y. Mais je l'ai découvert dans les dernières années. Ça fait plusieurs années, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas. Okay. C'est un documentaire de 1995 qui s'intitule Hoop Dreams, qui est vraiment culte et un classique, là, vraiment dans son genre, mais qui est très, très méconnu, je trouve, du grand public. Ça a été fait avec très, très peu de moyens. Ils ont suivi des kids, deux jeunes basketballeurs d'âge secondaire dans une banlieue très, très, très pauvre là, de Chicago. 1990, ils ont commencé à les filmer. Pour un projet de télé. C'est vraiment c'est ça qui est, moi je trouve ça nice, le grain de la caméra, là, c'est vraiment comme c'est vidéo, là. C'est pas du cinéma. Ils n'ont pas un DOP et tout ça, c'était vraiment pas ça. C'était pour un genre de reportage. Puis, en fait, on va suivre les deux kids, c'est des bons joueurs de basket, puis ils veulent jouer dans NBA. T'sais. On va suivre ce projet-là. Ce qui se passe. Ouais. Puis finalement, en fait, c'est pas un reportage, on va juste continuer à les suivre finalement. Puis ils ont suivi 2, 3, 4, 5 ans. Fait qu'ils ont suivi les kids du secondaire jusqu'à l'université, se pogner des scholarships. Est-ce que la NBA, à travers ça, genre leur vie familiale, les parents, puis je veux rien spoiler, là, mais parce que c'est un film. En plus, c'est un film de 3 heures. Puis Roger Ebert, l'ancien critique de cinéma, lui, c'est une des personnes qui a aidé à mettre le film sur la map. Parce que le film a été fait avec vraiment pas beaucoup d'argent. Il est allé à Sundance, puis lui, il était comme non, vous comprenez pas, c'est peut-être le meilleur film de l'année, là, tu comprends? Il a été nommé aux Oscars dans une catégorie un peu secondaire. Lui était comme non, mais vous comprenez pas, il est supposé être nommé dans le film de l'année, ce film-là. Là, parce que, puis moi, je le dis, je suis pas un gars du tout de basket. Là, je sais pas. C'est un film sur l'Amérique, là, tu comprends? C'est un film qui touche à des affaires beaucoup plus intenses, puis que vous aimiez ou détestez le basketball, ce film-là est pour vous. Parce que c'est une histoire humaine, c'est une histoire, c'est une quête incroyable. Évidemment, je vous spoil absolument rien de ce qui arrive ou ce qui pourrait arriver avec les gars, mais c'est un docu incroyable. Ça s'intitule Hoop Dreams. Et il est dans mes 4 favoris sur Letterboxd. Parce que ça, c'est une autre affaire avec Letterboxd. T'as ton top 4, là. Des fois, ça peut changer. Complètement. Puis ça, c'est devenu un truc sur les réseaux sociaux viral. C'est que le Letterboxd, c'est tapis rouge. Quand Brad Pitt se pointe, ils font « Brad, ton top 4 ». Fait que là, c'est devenu un truc de comme « Oh shit, mon top 4 ». Puis là, chaque fois que tu croises quelqu'un, il peut avoir un top 4 différent parce que c'est sans fin, tu sais. Fait que c'est comme devenu un petit peu... ça a été un petit peu leur shtick pour se faire connaître aussi. Là, Fait que Hoop Dreams, vous devez voir ce docu-là. Je parlais à des producteurs de cinéma récemment que j'étais comme, t'as fait, puis il était comme, non, je connais pas, puis j'étais comme, guys, si tu produis du cinéma, faut que tu ailles voir Hoop Dreams. C'est juste trop c'est un très bon exemple de comment la puissance du cinéma est pas dans le cash, elle est pas dans le cast, elle est pas dans le casting, mais elle est pas dans les artifices, elle est dans ton sujet. Comment tu racontes une bonne histoire, puis à différents degrés qui va te toucher pour plein de raisons. Fait que, voilà. Et je me suis limité, là, merci de ta patience. Oh mon Dieu! Écoute, t'es mon premier
revisite d'invités. Hey, merci, man, pour ça. J'ai été vérifié, j'étais à l'épisode 4. T'étais le 4? Oui. Hey, mais écoute, puis là, maintenant, tu vas te... Je sais pas lequel. Mais là, toi, t'as passé les 100, là. Ah oui, je suis dans les 160, peut-être 10, une affaire de même. Ouais. Hey, toi, moi, ça m'a pris 7-8 ans arrivé à 200. Toi, ça t'a pris 15 minutes. Ça m'a pris 3 ans. Combien d'épisodes par année? C'est toujours un par année. Un par semaine. Un par semaine, sans arrêt? À part ce mois-ci. Parce que ce mois-ci, j'ai été obligé de prendre un 3 semaines. Le mois de mai, j'étais obligé de le prendre off parce que j'ai ben trop de concerts. Il y avait trop de conflits avec les répétitions. Mais puis même, juste l'idée de trouver les invités. J'ai plein d'invités qui viennent, mais c'est comme, ils sont tous disponibles dans 2 semaines. Bon, là, tu fais comme, OK, ben là, d'habitude, j'ai réussi à toujours en patcher en avance. Mais là, j'ai fait, OK, non, à place, je vais tout planifier mon été parce que cet été, je pars en tournée, j'ai plein d'affaires. J'ai décidé de juste organiser mon mois de mai, encaisser plein d'épisodes plus tard. Puis en jeu, ça va continuer toujours un par semaine. Tous les lundis. Wow, t'es vraiment bon parce que c'est vrai. Les gens, là, puis je le dis parce que. C'est beaucoup de travail. Tu sais, tout le monde dit, le nombre de fois où j'ai entendu la phrase, c'est facile de partir un podcast. Le partir, peut-être. Le perdurer. Non, c'est une autre affaire, tu sais, puis le booking. Écoute, là, tu vois, mettons, juste en ce moment, j'ai sauté une semaine ou 2. Non, moi, il est off. Déjà, tu perds un peu l'auditeur. Ah ouais, hein, l'habitude, là? Ben, les gens font, il n'y en a pas. Ben là, ça circule moins. Même les vieux épisodes. C'est bête, hein? Quand tu en as à chaque semaine, moi, c'est toujours de l'expansion. Ça diminue. Attends, ça n'a pas diminué drastiquement. C'est juste que au lieu d'aller en expansion, ben, ça stagne, tu sais. Ouais, t'as remarqué. C'est flagrant. Puis je fais, OK, je comprends. Est-ce que, tu sais, parce que, tu sais, on commence toujours un podcast pour le fun, là, c'est à part les gros noms américains, c'est rare que tu pars un podcast pour le cash. On passe ça par passion pour un sujet, tu sais. Ouais. Est-ce que, mais, puis comme je le dis, ça demande du travail, ça demande le booking, ça demande de la préparation, tout ça. Est-ce que c'est encore le fun? Mais moi, en plus, écoute, en tout cas, je pourrais t'en parler off micro après, mais tu sais, j'étais supposé, j'avais un gros commanditaire qui embarquait dans l'aventure. Là, ça allait être intéressant, puis il y a eu un conflit d'intérêts. Mais je me souviens de ça. On avait déjà parlé ensemble. Puis c'est sûr que quand il y a un peu d'argent, au moins, on dirait que ça justifie tout ça. Mais non, ça continue à... Je te dirais que la passion est encore là parce que... dans toutes ces années-là, dans tous les 3 ans, il y a eu des moments où, mettons, des fois tu vas moins bien, des fois tu files moins bien, puis des fois j'avais la tête d'un paquet de dossiers à gérer, que ce soit au travail, familial, peu importe. Puis quand l'invité arrive devant moi, ça devient tellement le focus, c'est vraiment, genre niaiseux, mais tu sais, l'espèce de bouquin philosophique, machin, le moment présent, là, comme Hector Tollé, là, qui a écrit un livre sur comment vivre le moment présent. Puis chacun a sa façon de le vivre, puis c'est vrai que le moment présent, c'est vraiment la seule façon de vivre, puis dans laquelle tu t'éloignes du stress, de tout. Puis moi, c'est le podcast qui me permet ça aussi. Ça me ressent super gros parce que je m'oublie pendant ce moment-là. Ce qui est important, c'est toi, c'est qui est devant moi. Là. En ce moment, la personne la plus importante, c'est toi. T'sais. Bon, moi, j'en profite, il reste pas beaucoup de temps. Mais l'exercice me plaît. Puis aussi, comme cool. Je te dis, regarde, si je n'avais pas rencontré P.O. Forget, je ne serais pas en train de lire un auteur extraordinaire. Puis tous ces invités-là ont tellement influencé ce que je consomme depuis les 3 dernières années que j'en suis dans la gratitude et la reconnaissance de le faire. Ouais, je te dirais cool. Pas mal ça. Puis, tu sais, mon partner aussi, Olivier, est encore là. Puis, tu sais, Olivier est rendu c'est lui qui fait le montage. Puis, il est rendu ça. Lui, il est rendu à 18 ans. Là, tu vois, il est au cégep en cinéma. Là, il s'intéresse à la politique, en sciences politiques. Lui, il a rencontré plein de monde là-dessus qui ont donné aussi des idées. Il s'est mis à lire des trucs. Puis là, tu vois, ça l'a amené à aller ailleurs. Bon, tu sais, moi, je crois bien gros au hasard de ces rencontres-là. Sûrement pour toi aussi, avec le podcast au hockey. Il y a dû avoir des moments où est-ce que tu es assis, il y a quelqu'un qui dit de quoi, puis là, tu sais, ça reste, là, ça t'amène ailleurs avec une autre idée, puis ça a de l'impact sur ce que tu fais, sûrement. Je sais pas, non? Ben oui, ça me nourrit fois 1000. Là, moi, j'ai à tellement de niveaux. Là, je veux dire, évidemment, les rencontres, les échanges que tu as, mais, tu sais, mettons, juste aussi développer, faire des entrevues, interviewer quelqu'un, c'est l'inverse d'être humoriste. Ben, c'est le muscle inverse. Un humoriste, c'est lui qui parle au jeu de lui-même. Alors qu'un entrevue, c'est que tu t'intéresses à l'autre, puis c'est l'autre que tu mets en valeur. Fait que c'est un muscle que tu peux pas développer si tu le pratiques pas, puis ça t'amène une autre
corde à ton arc dans un métier où... tu sais, il y a des gigs où je me suis fait appeler de dernière minute, telle personne ne peut plus, on aimerait que tu animes telle affaire. C'est comme, c'est sûr, c'est à cause du podcast. Puis c'est sûr que la raison aussi pour laquelle j'ai pu faire la job comme il faut, c'est parce que j'ai fait 220, 30 épisodes de podcast, tu sais. Fait que, puis aussi, moi, c'est une passion le hockey, tu sais. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, Max Talbot, il est à ma fête hier, puis tu rencontres du monde, ça t'amène à tellement d'affaires. Après ça, j'ai trouvé une communauté de gens on a créé un groupe Facebook qui est devenu exponentiel de la communauté hockey, qui s'appelle Je dors avec un casque, Jofa. Fait que c'est après ça m'a amené à, tu sais, le show télé, ça amène des gens aussi qui sont comme, hey, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait en humour. Ah, ok, mais je trouve ça cool. Non, c'est malade. Mais toi, tu fais bien, mais c'est pas tous les humoristes non plus qui varient comme ça leur champ d'expertise, là, tu sais. Ben, puis je dis toujours à la blague, genre je sais même pas si j'ai fait, quote-unquote, la bonne affaire, parce que mettons que tu enseignes un cours de podcast à l'école de l'humour, où tu parles d'un modèle d'affaires, ben les humoristes, puis tu le vois sûrement que les humoristes américains, c'est pas un podcast où t'es vraiment toi-même puis funné. Puis là, vu que t'es funné, les gens vont aller voir ton show. Et moi, mon podcast, il est quote-unquote niché parce qu'il y a l'étiquette hockey. C'est la longue forme. Pas nécessairement funné. Pas nécessairement funné et de la longue forme. Tu sais, parce que si c'est un podcast funné d'une demi-heure, hey man, ça s'écoute là, en apprenant de marche à job. Mais là, attends quoi, tu me fais un épisode de 1h40 avec un gars de hockey, puis c'est pas humoristique. Fait que théoriquement, je fais l'inverse de ce qu'il faut faire, mais dans les faits, non, parce que je pense que quand tu suis quelque chose que t'aimes, tu peux pas vraiment te tromper. Puis c'est ça qui est arrivé. T'sais. Mais je pense que ton modèle est meilleur, en fait, que les humoristes. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je trouve qu'en ce moment, surtout avec le modèle américain, québécois, pas tant, mais surtout américain, la plupart des humoristes que j'aime sont meilleurs en podcast qu'en show. Tu sais, Tim Dillon, j'en parlais l'autre fois, Tim Dillon, que j'adore en podcast, il est d'une spontanéité, il est extraordinaire. Bill Burr, je te dirais un peu la même affaire. Maintenant que quand je les vois live avec leurs jokes travaillés, organisés, et non avec un réflexe de pensée, c'est moins drôle. Puis ça, je le remarque pour tous ceux que j'admire, en fait, en ce moment. À chaque fois, je les vois en podcast, je hurle de rire, rien que parce que peut-être qu'ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps de corriger le tir, ils ont le temps de... C'est d'autres réflexes, hein. Performer en podcast. Tu sais, des humoristes qui sont extraordinaires sur scène, qui sont pas bons en podcast. Tu sais, ça va aussi dans ce sens-là. Mais moi, mes préférés humoristes sont bons en podcast et ils sont pas bons sur scène. C'est intéressant. Je serais curieux aussi de savoir, probablement aussi, que consciemment ou inconsciemment, la manière dont tes attentes pour un podcast versus un show d'humour, ça doit être différent. Tu sais, comme mettons, quand tu vas voir de l'impro versus un show d'humour, t'es comme, ben tu sais, c'est pas écrit, ils vont juste jaser. Fait que peut-être que même inconsciemment, aussi, ça t'aide à plus apprécier, vu que c'est pas écrit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être... la manière de consommer doit être différente. Sûrement. Tu sais, mettons, tu prends un gars comme Tim Dillon, son show, il était extraordinaire pour ça. Tu sais, lui, il lit les journaux tous les jours, puis il fait un rant d'1 heure chaque semaine sur les nouvelles. Ben là, il prend une nouvelle, puis ce qu'il fait, c'est très simple, c'est qu'il va mettre un fait, puis là, il va creuser la jauge, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien qui reste, puis il passe à une autre nouvelle. Tu sais. C'est un bel exercice. Sur scène, il va faire des choix. Il va faire des choix de dire, alors ça c'était bon, ça c'est moins bon, Puis là, tu sais, on dirait que je vois, maintenant quand il fait des choses stand-up, on dirait que je vois le plastique en entour, je vois la découpure, je vois le polish qui est trop là, puis là, j'ai aucun plaisir à regarder ça. Moi, c'est même le dernier de Bill Burr, je l'ai pas trouvé super drôle. J'ai écouté, j'ai fait, je sais pas, puis là, son podcast, je le sais que c'est là qu'il crée le plus toutes ses idées parce que je l'écoute. Mais oui. Puis là, après, je les entends, même chose. Ben, tu sais, donc c'est très... la ligne est difficile, je pense, de pouvoir être bon des deux bords, vraiment de façon complète. C'est pas si fréquent que ça. Mais là, je vais avoir un show vendredi. Ma blonde, elle m'a acheté, c'est ça, à Noël, elle m'a acheté un paquet de show pour d'humour en surprise. Je m'en vais voir Nikki Glaser. Oui! Ouais. J'ai des amis qui vont être là. Ouais, j'ai hâte d'aller voir. Je sais pas à quoi m'attendre trop. Mais tu sais, elle est bonne. Elle aussi est bonne en podcast. Elle est bonne sur scène. Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Mais c'est vraiment intéressant là, quand on parle d'un point de vue marketing. Tu sais, elle, ça fait 15 ans au moins qu'elle fait ça, puis on la connaît. Puis là, elle fait le roast à Tom Brady. Puis là, genre et pourtant, elle est là depuis... elle est là depuis un bout. Mais le roast, tu sais, quand tu parles genre de la viralité, là, c'est genre... Là, c'est parti complètement... tu sais, l'extrait qui a été mis sur les réseaux, c'est parti. Puis là, elle sold out les salles, de même. Ça l'a amené à animer les Golden Globes. Ouais, qui était super bon. Ah ouais, puis elle est arrivée avec la même approche, justement. C'est une fille qui a de roaster, puis tout ça. Elle a bien fait, puis c'est comme...
let's go. Puis, là, C'est tu pour fais ça que comme- j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire là. Ça va pas être du roast, ça va être quelque chose d'autre, mais ça Non. va être sûrement avec un certain ton aussi. Ah, ouais, elle a un edge quand même. Elle Là, a un ouais. edge. Mais moi, l'affaire qui m'a fait le plus... La chose la plus drôle d'elle, pendant la COVID, elle est allée faire Joe Rogan. Ouais. Et elle avait écrit une espèce de texte. Elle avait fait un Twitter super dramatique, là, limite que tu fais vas-tu bien, tu suicidaire, quelque chose comme ça. Puis Rogan l'avait appelé, il dit ça va-tu? Elle dit pas super bien. Il dit viens donc au podcast, on va jaser. Puis cet épisode-là, c'est une des choses les plus drôles que j'ai écoutées. Écoute, puis elle est vraiment. Elle dit non, man, elle dit moi la COVID, ça me rendit pas bien, tout ça. Elle dit je fais juste écouter de la porno dark. Puis Oui, là, j'ai vu mais cet là, extrait-là. Puis là, elle part, puis elle est vraiment le livre ouvert. Écoute, rire, là. Je marchais dans la rue, je riais tellement, puis ça avait aucun... Puis moi, c'est surtout comme ça que j'ai vu. C'était... Puis ça, là, ça remonte à 5 ans, 5 ans. Puis après, j'ai vu ces trucs, puis écoute, elle est douée. En tout cas, ma blonde a décidé que j'allais voir ça. Je pense pas que je me serais acheté ces billets-là, mais je suis Mais quand c'est même... cool. C'est cool que tu vois ça parce que, tu sais, elle aussi, je pense qu'elle met quand même, je la connais pas énormément, mais je pense qu'elle met beaucoup de love dans son stand-up. Tu sais, Oui, on en vraiment. parle beaucoup en entrevue. Elle est comme, tu sais, moi, j'ai pas de kids, c'est pas la vie que j'ai choisie. Ouais. C'est vraiment ma vie, c'est mon métier. Puis je pense que. Ça, puis c'est chiant. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens. Ouais, exact. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui le stand-up, c'est leur 3, 4, 5e affaire. Puis tu vas voir le show, tu sais, ouais, ça paraît. Tu sais que c'était peut-être pas ta priorité. Ouais. Mais elle, je pense que c'est vraiment sa priorité d'être fucking drôle. Bonne, puis Exact. puis que le show fonctionne. Puis tout Ouais. ça. Non, je suis excité de voir un peu... Tu sais avec qui tu y vas ou tu sais pas encore? Je sais pas. Ok, ça, tu sais pas. Non. C'est toi? Non. Si c'est le cas, ta blonde me l'a pas encore dit. Ah, je sais pas c'est qui. J'ai un rendez-vous, je pense que c'est à 9h devant... c'est à l'Olympiade, bon, sûrement devant le Saint-Hubert. Là, je sais pas trop. Là, Fait qu'elle t'a dit, par exemple, que c'était ouais, elle me l'a dit. Nicky Glaser. Ok. Donc, c'est Nicky Glaser. Je sais pas avec qui. Je vais le découvrir. J'adore. Jour-même. À vous! Moi, j'adore que ta blonde. Cool, ma blonde. Ça, cette année, là, c'est Un vraiment... autre signe que c'est la bonne. Non. Ça, puis vos 2 enfants. Ça, puis les liens sacrés de la laveuse et la sécheuse. c'est sur ça. Non, hey, là-dessus, merci. Merci, C'était fun de te Fred. voir, Bud. Je suis vraiment content d'être revenu parce que, d'être le premier à revenir, mais l'épisode qu'on avait fait, le 4, on Ouais. se connaissait pas à ce moment-là. Non, zéro. Puis je me souviens, on avait les masques. Oui, c'est On vrai. était fucking nerveux. Puis je me souviens, j'étais parti de là, puis j'ai fait, asti, j'étais tellement mauvais. Puis je t'avais dit, veux-tu qu'on le refasse? C'était Ah tellement oui, c'est vrai, pas- tu m'avais dit, on efface ça puis on recommence. Non, mais j'avais dit, c'était trop mauvais. Puis là, t'étais comme, non, c'est correct. Puis j'étais comme. L'épisode que Scarré full en plus. Ah ouais? Ah, it's good for you. Je suis content. Mais bref, ça pour dire, je suis content qu'on l'ait fait maintenant qu'on est amis. Qu'on est ben amis. oui, ben exact. Mais puis on s'en fera ça une fois. Oh Ça, oui. All right. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.